Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, épisode numéro 210 avec, en ce qui me concerne, une semaine qui a été quasi complète. Des entraînements avec du footing, de la côte, mais également de la piste sur laquelle je me suis fait un petit peu houspiller puisqu'un match de foot commençait alors que je n'avais même pas terminé ma séance. Cela étant dit, j'attaque le mois de décembre avec beaucoup d'envie, une énergie que je retrouve petit à petit, même si les conditions hivernales s'installent, la troisième couche, le bonnet et les gants sont désormais de rigueur. Si vous ne suivez pas encore les réseaux et notamment Instagram, je vous invite à vous y rendre dès maintenant. Restez attentifs puisque en cette période de l'Avent, vous allez voir apparaître des petits jeux concours. C'est tout simplement pour vous récompenser. Vous qui écoutez semaine après semaine les épisodes du podcast, qui participez par vos questions, par vos interrogations à ces épisodes, vous aurez peut-être la chance de remporter un des petits cadeaux offerts par certains de mes invités, qu'il s'agisse d'un livre, d'une box ou d'un programme d'entraînement. Je n'en dis pas plus, mais vous allez être, je pense, gâtés dans ces prochains jours jusqu'à Noël. Et s'il fallait attendre de nombreuses années pour se lancer sur des longues distances? Mon invité du jour, en la personne de Guillaume Ruel, n'est pas du tout d'accord avec cette affirmation. À seulement 26 ans, ce docteur en pharmacie vivant en Normandie pratique depuis sa plus tendre enfance des distances relativement longues. Dans les traces de son papa, Guillaume a grandi et s'est lancé en 2021 sur la distance du 100 km. À seulement 23 ans, il devient le plus jeune champion de France sur la distance. En 2022, à l'occasion des championnats du monde de 100 km, il établit d'ailleurs un nouveau record de France en 6h19 minutes et 51 secondes et se classe 5e après avoir mené pendant une bonne partie de la course. Guillaume nourrit de belles ambitions, il aspire à passer sous les 6 heures au 100 km et ne compte donc pas s'arrêter là. Dans cet épisode enregistré à 3 voix, je serai accompagné de Bruno qui a souhaité s'entretenir avec Guillaume afin d'évoquer cette ultra-distance. Vous découvrirez l'envers du décor, les semaines, les journées d'entraînement réalisées par Guillaume qui est désormais professionnel et qui consacre une bonne partie de ses journées à l'entraînement, à la récupération, mais aussi à la gestion de sa carrière. Vous allez donc découvrir un invité qui est tout sauf à côté de ses pompes. Je dirais que c'est même l'inverse. Il a une tête bien faite. Guillaume, c'est la tête et les jambes. Un grand merci à mes deux invités. Guillaume en premier, qui a accepté l'invitation après avoir écouté et après avoir été cité dans un des épisodes capsules réalisés sur le 100 km avec Bruno. Et bien évidemment, merci Bruno de ta disponibilité pour intervenir une fois encore sur le podcast. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Guillaume Ruel. 100% ultra distance, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonsoir Guillaume, sois le bienvenu sur le podcast À côté de mes pompes aujourd'hui en compagnie de Bruno. Bonsoir Bruno également sur le podcast en long format. Alors je suis avec deux spécialistes de l'ultra distance. Soyez les bienvenus messieurs et Guillaume, je vais te laisser te présenter pour que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens et puis on abordera ensuite ton parcours sportif. Alors là, on part sur des distances au-delà du marathon et ça fait suite à la capsule que nous avions enregistrée avec Bruno sur la stratégie, la planification pour se lancer sur 100 km. Nous t'avons tagué, tu as répondu favorablement à l'invitation et c'est un plaisir de t'accueillir ce soir. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir vraiment partagé. Donc, petite introduction, je m'appelle Guillaume Ruel, je viens d'avoir 26 ans. Je suis originaire de la Manche, en Normandie. Donc, je suis coureur un peu multidistance, de 1500 mètres au 100 km, mais plus spécifiquement, on va dire marathon, 50 km et 100 km. Mon record sur le marathon, c'est 2h14. Mon record aux 50 km, c'est 2h47, qui est le record d'Europe. Et sur 100 km, j'ai fait le record de France en 6h19.
Donc actuellement, la course à pied, c'est mon métier parce que grâce à différents partenaires que je peux avoir, dont Salomon qui est mon partenaire équipementier et chaussures majoritaire. Et également, du coup, j'ai fait des études de pharmacien d'officine. Donc je suis diplômé depuis maintenant 1 an et demi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, tu vis de ta passion et tu as déjà assuré ta reconversion. Donc c'est une voie royale pour toi aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est là, je vis mes plus belles années en tant que coureur à pied parce que j'ai le temps qui m'est disposé pour m'entraîner, pour récupérer. Je pense qu'on pourra détailler après, mais l'entraînement invisible, c'est vraiment hyper important pour la performance et pour atteindre la très très haute performance. Et comme tu dis aussi, je mets pas de pression de résultat parce que mon avenir est sécurisé et je sais que voilà, si jamais j'ai un souci physique, un souci de santé, si jamais l'envie n'est plus là, si voilà, avec énormément de si, mais en fait ma reconversion professionnelle elle est assurée et puis ma conjointe est pharmacienne également, on est de la même promotion donc je sais quoi faire à partir de, je vais dire, de 40 ans, 45 ans, je sais où est-ce que je vais mettre le curseur. Là aujourd'hui, tu profites pleinement de ton statut d'athlète professionnel. Est-ce que ça a été difficile quand tu menais tes études en pharmacie de concilier les deux, d'avoir cette journée au niveau des études et le matin ou le soir de mener les entraînements et la compétition de haut niveau? Alors, moi, j'ai été sur les listes ministérielles de haut niveau à partir de ma deuxième année universitaire. Donc, en fait, j'ai eu la possibilité d'avoir un aménagement d'études un petit peu sur certaines parties, sur certaines unités de valeur de mes études. Donc, ça m'a un peu simplifié la tâche. Et donc, j'étais étudiant à l'université de Caen. Et je sais que ça se fait pas forcément dans toutes les universités, mais honnêtement, ils m'ont soutenu dans ce double projet sportif et professionnel en tant que pharmacien. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé. Après, forcément, comme je le répétais à mes camarades de promotion, c'est pas parce que j'ai le statut de sportif de haut niveau qu'ils vont me donner mon diplôme dans une pochette surprise non plus. Donc voilà, c'est un investissement, c'est une bonne organisation à avoir surtout. Et puis être bien entouré. J'ai toujours eu la chance d'avoir mes proches autour de moi pour m'aider, que ça soit pour les études, pour me faire gagner du temps sur plein de choses. Et aussi pour moi à l'époque l'un n'allait pas sans l'autre, c'est-à-dire que je considérais que les études de santé c'est pas forcément des études très faciles, très simples. Donc je me disais que je conciliais études de haut niveau avec un sport de haut niveau. Et j'avais besoin du sport pour décompresser, un peu m'évader de la journée de cours que je pouvais avoir. Et j'avais besoin aussi des cours pour penser à autre chose que la course à pied. Donc finalement, ça l'un allait avec l'autre. Et c'est ce que je m'efforce un peu à dire maintenant aux plus jeunes qui sont dans les études ou qui sont au niveau du lycée, qui savent pas quoi choisir comme études. Quand je leur donne des conseils, parce que maintenant je suis de plus en plus sollicité pour ça, auprès de collèges, de lycées ou même de lycéens ou même d'étudiants de première, deuxième année, je leur dis que vraiment faut pas arrêter le sport, faut peut-être l'aménager, faire différemment qu'avant, mais en tout cas garder cette fibre de sport parce que c'est vraiment un échappatoire et ça permet vraiment de concilier sport et études et je pense que les deux c'est faisable, même à haut niveau. Après voilà, faut savoir faire des concessions aussi parce que sport de haut niveau avec des études longues universitaires, j'ai pas eu les mêmes années universitaires que tout le monde quoi. Les soirées étudiantes je connais pas et tout ça, mais après voilà, on met le curseur où on veut et moi mon plaisir je le trouve dans la course à pied, je le trouvais pas dans faire la Java avec les copains donc voilà. Alors Guillaume, tu dis être bien entouré et Bruno va pouvoir le confirmer. Est-ce que cet héritage des longues distances, tu le dois à ton papa Stéphane qui a lui-même participé à des compétitions sur 100 km sur 24 heures? Alors héritage sûrement. Après je pense qu'il m'a surtout donné la notion de simplicité de la longue distance dans le sens où quand j'étais plus jeune que je courais on va dire du 3000 mètres, du 10 km, moi je voyais mon père partir le week-end faire le samedi un marathon, le dimanche un marathon et puis ça allait bien en fait, il enchaînait 2 marathons en 2 jours et pour moi c'était un peu banal, le fait de faire un marathon était un peu une banalité en soi et c'était pas un exploit surhumain. Donc on a un peu banalisé cette chose-là à la maison et j'ai eu aussi l'occasion de l'accompagner, que ça soit à vélo, au bord du circuit, que ça soit sur des 100 km ou des 24 heures. Et en fait, j'ai baigné dedans un peu depuis l'adolescence, on va dire, depuis mes 10-12 ans. Donc en fait,
j'ai pris énormément d'expérience inconsciemment en fait. J'ai pas pratiqué l'épreuve, mais je savais avant même de commencer la distance du 100 km comment se passait son accompagnateur vélo, comment se passaient les ravitaillements, la gestion de l'effort, la souffrance que je pouvais voir au visage, au faciès, à l'attitude de certains coureurs. Et je pense que ça a été une formation accélérée en tout cas pour les longues distances. Après, avec mon papa, on a un lien où il peut me conseiller, un peu m'orienter, me guider. Je pose des questions, il me répond, mais en fait, on n'est pas du tout dans un lien d'entraîneur-entraîné. Il est vraiment comme un père peut être avec son fils, c'est-à-dire faire le meilleur pour son fils, mais on n'est pas dans un lien de entraîneur-entraîné et j'ai un entraîneur pour ça, j'ai un préparateur physique, mental, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait d'avoir baigné dedans petit, je pense que c'est ce qui m'a donné l'envie de monter sur ces distances-là, mais par la simplicité que mon père m'a donné de ces distances, en fait. Bruno, de ton côté, est-ce que tu as eu le même cheminement quand tu as découvert ces longues distances avec cette simplicité et cette envie d'aller ailleurs que la piste sur laquelle tu tournais peut-être, et on n'était peut-être pas dans une, on va dire, simplicité aussi grande, les courses hors stade. Alors tu vas dire que tu es du siècle précédent, mais c'était peut-être pas aussi commun. Ouais, c'est exactement ça. Nous, on n'avait pas trop le choix. Moi, à 12-13 ans, je ne pouvais faire que de la piste. La course sur route n'existait pas, même si je ne suis pas encore un fossile, mais quand même, il y avait pas ou très peu de courses sur route. Donc, dès que les courses sur route ont commencé à exister, j'ai été attiré, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, par ces courses sur route, parce que moi, j'étais plutôt un bon coureur sur piste. Donc, moi, ma famille, mes parents, ils me voyaient tous aux Jeux Olympiques, mais j'ai été très, très vite attiré par les courses sur route. Et puis, j'ai eu l'occasion à 18 ans de voir un 100 km. Et là, du coup, je me suis dit, waouh, ça c'est extraordinaire. À l'époque, je vous explique même pas avec quoi ils couraient et comment ils étaient accompagnés. Donc, c'était mes héros. J'ai rencontré mes héros à 18 ans et je me suis dit, ça c'est quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel. Donc, c'est comme ça, moi, que j'ai percuté l'ultra de plein fouet un jour à 17 ou 18 ans et je me suis dit, waouh, ça c'est beau. Ce sont mes vrais héros. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis tourné vers le 100 km. Mais contrairement à Guillaume, qui a l'air d'avoir de la suite dans les idées et qui sait ce qu'il veut, moi, j'ai été influencé par ces gens de la fédération qui me disaient « Mais non, si tu vas sur la course sur route, t'es mort. Si tu fais du longue distance, c'est fini. Tu vas te cramer. » Et voilà. Et à l'époque, on n'avait pas de recul. On n'avait pas le recul qu'on a maintenant. Et donc, j'ai eu tendance un peu à les écouter. Et j'ai fait du 100 km un peu par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Après avoir passé l'agrégation, en fait, je courais plus et je m'y suis remis comme ça pour aller faire un 100 bornes avec les copains sans aucune idée de performance. Je voulais juste finir et puis ça s'est mieux passé que prévu. Et puis voilà, j'ai poursuivi un peu plus. Mais contrairement à Guillaume, qui a cette moi, ça fait, je dis pas que c'est l'élu Guillaume, mais un peu pour moi. J'attendais ça depuis longtemps, un athlète de haut niveau capable de s'investir sur cette belle distance du 100 km en étant jeune. Parce que moi, j'ai gagné les 100 km du Méo, j'avais 45 ans, c'était fini. J'étais déjà sur le déclin. Pascal Fétizon a fait du 100 km quand il a arrêté sa carrière sur marathon parce qu'il ne pouvait pas aller aux Jeux Olympiques. Là, Guillaume, c'est un vrai choix. Donc, on a cette chance extraordinaire d'avoir une génération de coureurs. Là, Guillaume, et puis j'aime bien aussi le petit Noutari qui a fait Millau la première année, il devait avoir 19 ou 20 ans ou 21 ans. Donc on a des jeunes sur cette discipline. Et c'est ça qui nous manquait. C'est pour ça qu'on n'était pas les meilleurs, parce que dans d'autres pays, ils n'ont pas peur de lancer les jeunes sur 100 km, en Russie, au Japon, en Afrique du Sud. Il n'y a pas les tabous qu'on a à la Fédération française d'athlétisme de dire on va arrêter, on va attendre. On fait d'abord du 1500, puis après du 5000, puis après le 5000, on fait du 10 000. Puis après, une fois qu'on a fait le maximum sur 10 000, on va faire un semi-marathon. Et quand on se lance sur 100 bornes, on a 45 ans, c'est trop tard. Voilà. Et là, on a une pépite, là. On a une pépite et il faut, ou un diamant, je sais pas. Donc, il faut le tailler, voilà, c'est extraordinaire. Quelle chance. Guillaume, est-ce que tu as eu, comme l'évoque Bruno, des personnes qui t'ont dit attention, ne va pas trop vite, ne monte pas trop en distance et préserve-toi, tu as le temps d'aller sur ces distances du 100 km. Comment c'est venu dans ta pratique sportive ? Ouais, évidemment, comme le dit Bruno, c'est toujours d'actualité ces choses-là. Que moi, quand j'étais minime, je crois que j'ai pas couru un seul millimètre de la saison. J'ai fait que du 3000 mètres parce que c'était la distance la plus longue que je pouvais faire.
En cadet, je pouvais faire mon premier 10 km. C'est la réglementation, en fait, hein. Mais dès que j'ai pu faire mon premier 10 km, j'ai fait mon premier 10 km. En junior, je pouvais faire du semi. En junior 1, j'ai fait mon premier semi. En espoir, j'ai fait mon premier marathon en 2h25, et etc., etc., en fait. Et en fait, moi, les limites qu'on me mettait en distance, en fait, je voulais toujours faire plus. Et forcément, quand on est jeune, bah déjà, ça plaît pas forcément aux entraîneurs, parce que il faut être un peu dans un moule, il faut être un peu comme monsieur et madame tout le monde, comme tous les athlètes, il faut respecter le cross, la piste, faire des saisons, voilà, une saison hivernale basée sur le cross, une saison estivale basée sur la piste, et le reste, c'est des demi-saisons, automne, printemps, où en fait, on fait rien et on fait juste du repos, de la prépa physique générale, etc. Et moi, en fait, ça me gonflait un petit peu, donc très vite, je me suis trouvé seul, je me suis entraîné tout seul. Et alors j'ai fait énormément de bêtises, hein. Quand j'étais en minime, je faisais plus de 100 km la semaine. Quand j'étais en cadet junior, ça m'arrivait de faire 200 km la semaine. Je me suis blessé à outrance, j'ai fait n'importe quoi, mais en fait, je m'inspirais énormément de d'autres athlètes, d'autres pays. Et en fait, je me disais, par exemple, au Kenya, parce qu'à l'époque, moi, c'était le marathon qui me faisait rêver. Et je me disais, au Kenya, ils ont quel âge, les athlètes là qui gagnent tous les marathons? Ils ont 22, 23, 25 ans. Je me disais, mais moi, j'ai 17 ans. Je vais bientôt pouvoir le faire, mon marathon, hein. Ils sont ultra performants. C'est juste qu'en fait, ça dépend du prisme sous lequel on se met. En France, si on va regarder les meilleures performances des athlètes sur marathon, on va dire, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, hein, mais on va dire, le pic de performance est à 35 ans. Un marathonien atteint son pic de performance à 35 ans. Si on regarde les athlètes kenyans, éthiopiens, etc., ils atteignent un pic de performance à 25, 30 ans. Alors, sauf Eliud Kipchoge, qui est un peu hors norme, mais si on regarde une moyenne, en fait, ça dépend du prisme d'où on se met, en fait. Et je pense que on a cette vision un peu française de, voilà, comme l'a dit Bruno, les classes, au fur et à mesure, on monte la distance. Mais là, je me suis lancé dans le 100 km depuis octobre 2021. Et pourtant, depuis octobre 2021, j'ai amélioré mes chronos sur 10 km, sur semi-marathon, sur marathon. Donc, je vois pas en quoi ça va me brider pour la suite. Et quand bien même je suis lancé sur le 100 km actuellement, j'envisage toujours de grandes choses et de grandes perspectives sur la distance du marathon, quoi. Donc, je pense que l'un peut aller avec l'autre, et bien au contraire. Est-ce que le fait qu'il y ait, Guillaume, un embouteillage, tu es de la génération 97, Jimmy Gressier, Fabien Palco, Hugo Hay, est-ce qu'il n'y avait pas un embouteillage sur les courtes distances qui a pu faire que tu sois basculé plus rapidement, et parce que c'était ton choix, tu aimes la liberté, les aventures au long cours, tu t'es dit il y a une opportunité sur ces beaux chronos, mais sur 50, 100 km. Ouais, c'est ça, je fais partie de la génération 97, la génération qui a gagné tous les Europes de cross par équipe depuis junior. Donc forcément, les portes étaient un petit peu bouchées sur des distances un peu plus courtes. Et moi, je me suis toujours dit que les portes étaient un petit peu ouvertes, un petit peu plus haut en distance. C'est-à-dire, en espoir, j'ai eu ma première sélection sur un match international sur 10 km, parce que justement, toute cette génération-là était plutôt axée sur de la piste, sur du 5000 mètres, sur du 1500 mètres. Et j'ai toujours vu un petit peu ça en mode, mon objectif, c'était des objectifs en progressif, c'est-à-dire au début, je voulais être le meilleur de ma région. Ensuite, je me suis dit, comment je vais faire pour pouvoir faire un podium national? Ok, ça a passé par du semi, ça a passé par du marathon, etc., etc. Et c'est vrai que à un moment donné aussi, je me suis posé la question à la fin de mes études, savoir si le marathon, j'allais pouvoir accéder à une sélection en équipe de France. Et c'est vrai que les portes actuellement sur marathon sont un peu bouchées parce que voilà, en 2h14, je crois que je suis 10e marathonien français. Donc il y a quelques années, j'aurais été dans les 2-3 meilleurs français, mais bon là je suis dans le plutôt 10-12e. Et voilà, le 100 km, je me suis dit il y a une possibilité de sélection et ça peut être intéressant de s'y lancer, quitte à revenir au marathon un petit peu après ou faire les deux de front, mais ouais, c'était certain. Ouais, et pour en revenir à la formation des sportifs dans nos clubs, je voudrais pas avoir l'air de m'acharner sur la Fédé, mais t'as peut-être eu le bonheur d'échapper aux compétitions des benjamins ou des minimes, non? On t'a aussi obligé de faire du lancer de poids et du saut en longueur, parce que c'est ça aussi. Moi, j'ai été directeur sportif d'un des plus grands clubs français, l'EFSRA, pour ne pas le nommer, et je me suis battu contre les entraîneurs parce que je disais, un gamin qui lance, il faut pas lui faire un 1000 mètres, et un gamin qui veut faire un 1000 mètres, il faut pas le faire lancer, sinon il va lancer le poids, il va s'écraser les orteils avec le poids. Donc, si t'as échappé à ça, tant mieux, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on oblige les jeunes, les gamins, à faire 3 sports. Alors c'est louable, parce qu'on veut qu'ils soient polyvalents, mais voilà, quelqu'un comme Guillaume, on doit être capable dans un club de très vite se dire, celui-là, il est pas comme les autres. Lui, il veut faire des kilomètres, va falloir qu'on s'en occupe.
C'est ça aussi le problème. Et heureusement que ce garçon, il a de la persévérance et de la suite dans les idées. C'est ça qui lui a permis de s'en sortir. Mais c'est pas toujours le cas. Et je suis bien placé pour le savoir. Donc une fois de plus, bravo à toi. Et ceux qui nous écoutent doivent s'inspirer de ça. Faites ce pourquoi vous êtes fait. Faites ce qui vous attire irrépressiblement et allez au bout de vos rêves, même s'il faut sortir des sentiers battus. Guillaume est la preuve vraiment sous nos yeux qu'il faut vraiment écouter ce qu'on a envie de faire et ce qu'on aime faire. Donc Guillaume, une sortie en nature plutôt cross, c'est pas ça qui va te faire vibrer. Tu as besoin de régularité, d'allure vraiment précise pour prendre du plaisir. Ouais, il paraît que la boue c'est bon pour la peau, mais moi je m'en fiche un petit peu. Je préfère courir sur la route, courir sur la piste, ne pas m'infliger le froid et la boue de l'hiver. En plus, je trouve ça, moi j'aime pas du tout parce que je suis un profil très très longiligne, très léger, très fin. Et voilà, moi dès que tu mets 10 cm de boue, bah je nage et j'arrive pas à m'exprimer. J'ai fait 29-30 sur 10 km, mais je peux me faire éclater par des coureurs qui font 32 minutes. Enfin, du coup, je suis pas content parce que je suis compétiteur dans l'âme et j'accepte pas de me faire battre par des coureurs que je peux battre sur route. Donc, non, le cross, c'est pas mon truc. Et puis, ce côté un peu champ de bataille, c'est pas non plus mon truc. Moi, j'ai besoin d'être tranquille sur une route, allure constante. Après, je partage les valeurs du cross et je pense que c'est très bien pour les jeunes de faire du cross parce que voilà, ça permet de lier l'utile à l'agréable. C'est très ludique. Mais maintenant, au niveau que je suis arrivé, comme le disait Bruno, à l'époque il y avait pas forcément de courses sur route. Maintenant il y a des courses sur route toute l'année. Donc ça c'est vrai que je suis pas contraint de passer par le cross-country l'hiver. Donc par exemple, ne serait-ce que sur marathon, là on va avoir le marathon de Valence en décembre. On va avoir le marathon de Séville en février. Donc un routard, un coureur qui veut faire du marathon n'est pas obligé de passer par le cross, même si voilà, c'est très bien ceux qui le font aussi. Hein. Tu seras présent du côté de Valence pour ce marathon ? Alors non, moi je serai à 8000 km de Valence, je serai au Kenya, je pars dans 2 semaines pour 5 semaines de camp d'entraînement et je rentre après les fêtes de Noël. Donc quel sera l'objectif à venir là pour les prochains mois en préparation avec ce stage au Kenya ? Alors de base c'était un 100 km à Tel Aviv le 11 janvier. Avec les événements récents, je vais pas y aller. Donc je suis en train de revoir un peu le programme et du coup on est en train de valider avec justement Salomon la programmation, mais ça sera normalement fin février d'aller en Afrique du Sud pour améliorer mon record d'Europe du 50 km. Et après ça sera axé la préparation sur le 100 km avec le 100 km de l'Axa-Roma fin juin pour aller faire le meilleur chrono possible et puis voir ce que ça peut donner. Puis forcément il y aura des courses entre deux, mais bon ça ce sera plus des objectifs secondaires, mais qui restent quand même des grosses compétitions. Ouais, t'as raison d'aller au Japon. Nous en France, on nous lance des pierres. Quand on fait du 100 km au Japon, t'es accueilli comme un dieu, donc va au Japon, t'as raison. C'est le pays c'est un des pays du 100 km avec l'Afrique du Sud, donc ouais, il faut aller là-bas, c'est bien. C'est une très bonne idée. Moi, j'ai eu la chance d'y aller cette année à Tokyo, à 100 km Shibamata Tokyo. Ça s'est pas passé comme prévu à cause des conditions météorologiques, mais tout était mis en place vraiment pour qu'on aille chercher une super performance. On était 4 coureurs à vouloir courir le record du monde. On avait 4 lièvres qui se sont écartés au 45e kilomètre. Donc, je pense que j'aurais jamais pu trouver ça en France, en Europe. Et voilà. Et puis, ce qui est bien aussi avec ces coureurs-là, c'est que, je sais pas, il y a une forme d'amitié, une forme de, je sais pas, les coureurs d'ultra-fond, d'ultra-distance, on se reconnaît et dans une course, je sais pas, à un moment donné, quand on était tous dans la souffrance, déjà je les avais connus au championnat du monde, mais quand on était tous dans la souffrance, en fait, peu importe qui allait battre le record du monde, je crois qu'on était tous prêts pour le faire, mais en fait, on était un peu des frères d'armes, même si on était tous concurrents ce jour-là, mais on avait vraiment, voilà, on passait chacun notre relais et c'était vraiment beau et ils ont vraiment une mentalité aussi différente. Je pense qu'il faut qu'on s'inspire d'eux. Et c'est pas pour rien que ce sont les meilleurs du monde sur le 100 km quoi. Moi pour avoir passé 70 km avec eux, pendant 70 km on n'a pas dit un mot, personne s'est plaint et on sentait la souffrance au niveau du visage, au niveau du faciès, mais au niveau physique et je pense que nous on se plaint assez vite, on souffre assez vite, on a tendance à s'exprimer, à verbaliser la fatigue et la souffrance alors que gardent tout pour eux. Et à la fin, forcément, ils libèrent toute la souffrance. Mais ouais, ce jour-là, on allait tous les trois, on allait au bout de nous-mêmes. Moi, j'ai abandonné au 70, j'ai fait un malaise.
il y en a un autre au 85, il a fait un malaise, et celui-là qui gagne à la fin de course, il termine dans le coma. Donc je pense que on a réussi à tous se sublimer, et je pense qu'on est tous fiers de ça. Guillaume, tu as un profil à 1m87, a priori sous la toise. Est-ce qu'il est facile dans une telle pratique de la longue distance d'avoir un physique aussi longiligne? Bruno pourra peut-être nous en parler également. C'est peut-être pas commun d'être aussi grand. Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des inconvénients à avoir une telle longueur de jambes? Tu disais un lièvre. Le lièvre devait pas t'abriter beaucoup sur cette tentative de record du monde. Ouais, et puis les Japonais, ils sont vraiment petits en plus. Donc oui, je fais 1m87, 62 kilos. Et ouais, forcément, je suis assez grand. Après, je sais pas si ça joue ou pas dans mon économie de course. Ça, franchement, je pense que Bruno, il va plus être apte à répondre à la question. Bah, c'est vrai que le profil type des coureurs de longue distance, c'est plutôt le profil même les Africains du Sud sont pas très grands, les Russes sont pas très grands, bon. Après, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, et je pense que Guillaume en est une. Après, la taille, je pense que c'est pas vraiment un problème. Ce qui est problématique chez les grands coureurs, c'est les grands coureurs qui sont lourds, c'est-à-dire celui qui va faire 1m85, qui va faire 75, 80, 85 kilos, qui ont une grosse ossature, beaucoup de muscles. Bon, voilà, quand on écoute les chiffres de Guillaume, on voit bien que c'est un athlète qui est très affûté, et donc qui doit avoir, c'est même pas qu'il doit avoir, c'est qu'il a une économie de course qui est bonne, et la taille n'est pas du tout un problème. Et comme il le dit très justement, l'aspiration, c'est pas comme en vélo. Être derrière un lièvre en course à pied, c'est plus respecter un tempo. On n'est pas dans l'aspiration comme en course à pied, comme en vélo, pardon. Et donc ça n'a pas les mêmes impacts. Donc non, le fait d'être grand, c'est absolument pas un problème. Au quotidien, Guillaume, tu t'entraînes seul ou tu arrives à avoir des partenaires d'entraînement pour mener tes différentes séances? On va dire que tout au long de l'année, je m'entraîne seul. J'ai mon grand frère, Pierre-Antoine, qui a 2 ans de plus que moi, qui m'accompagne à vélo sur des séances très spécifiques, ou sinon on partage des entraînements assez régulièrement ensemble. Je pense qu'on court 3-4 fois ensemble la semaine, et puis il m'accompagne à vélo sur 2 séances bien spécifiques, sur lesquelles il peut pas me suivre à pied, donc il me suit à vélo. Quel est ton programme sur une semaine type ou une journée dans la vie d'un sportif professionnel comme tu l'es aujourd'hui? Ça se passe comment? Alors, on va dire qu'une journée classique, c'est que je me lève à 5 heures du matin, je commence par déjeuner. Après, je fais un peu d'électrostimulation, de la mobilité. C'est des assouplissements un peu dynamiques. Ensuite, je réveille ma compagne, je prends le café avec elle et des jeunes. On promène notre Shiba, notre chien, notre Shiba. Et après, je pars là pour le premier entraînement de la journée, sur les coups à peu près de 8 heures en général, 7h30, 8 heures. Donc j'attends que la digestion soit faite. Et du coup, je m'entraîne à peu près en course à pied, on va dire, jusqu'à peu près 10 heures. Souvent, c'est l'intensité le matin. Alors ça peut être de l'intensité ou tout simplement de la pliométrie, un footing long. C'est plus la qualité le matin. Ensuite, je rentre à 10 heures chez moi. Je pense que quand je prenne ma douche, je prends un peu de protéines en complément, avec souvent un petit goûter sur les coups de 10 heures. Ensuite, à 10h30, j'enchaîne avec soit une séance de préparation physique, soit de l'home trainer jusqu'à midi. Ensuite, je déjeune, je pars faire la sieste entre 13h et 15h, 15h30 souvent. Sauf si je veux dormir encore plus, c'est 16h, 16h30. Et l'après-midi, du coup, on va dire entre 16h et 18h, je suis plus du côté entrepreneurial avec ma société en tant que sportif de haut niveau. J'ai une société pour la facturation et tout ça, pour tout ce qui est les retours produits, pour tous les partenaires, pour en gros un peu toute la logistique que je peux faire. Donc on va dire du travail plutôt perso derrière l'ordinateur. Et ensuite à 18h, je repars m'entraîner. Souvent c'est 1 heure et demie jusqu'à 19h30, et le soir je fais de la pressothérapie, des étirements. Ouais, très rarement des étirements, plutôt de la pressothérapie, un peu des fois c'est le kiné, et puis 20h, voilà, ma compagne revient et on déjeune, enfin on dîne, et puis on regarde la télé ensemble, ou on va souvent promener notre chien, et le coucher c'est 22h. Donc ouais, 5h 22h, c'est bien rempli, et entre 8h et 20h,
je me destine entièrement à ma pratique du sport de haut niveau. Et ça, 7 jours sur 7? Ouais, 6 jours sur 7. Le dimanche, c'est un peu particulier parce que le dimanche, c'est la grosse séance. Donc, il y a que le matin et ça suffit amplement. À midi, la journée est terminée. Et ça me donne une demi-journée de repos, à la fois physique et mental, on va dire, parce que voilà, le dimanche après, je suis pas à la sieste. J'en profite pour aller me promener avec ma copine, voilà, ou faire des activités en famille. Donc, c'est un peu différent. Mais le dimanche matin, comme je dis souvent, on se la colle assez fort comme ça. Donc, il n'y a pas besoin d'y retourner l'après-midi. Pour rentrer un peu plus dans le détail, là, c'est l'entraîneur qui parle. C'est ça m'intéresse beaucoup. Moi, je revendique que pour être performant, moi, ce que j'appelle le triptyque de la performance. Performance égale puissance, plus endurance, plus efficience. Puissance, on va dire que c'est les séances de VMA. L'endurance, c'est l'endurance aérobie. On peut appeler ça le seuil, mais je suis pas tellement d'accord, mais c'est pas le problème, on s'en fout. Et puis l'efficience. Donc voilà. Donc, est-ce que toi, dans ta semaine, justement, dans les séances que tu nous décris, est-ce que tu fais des séances de puissance aérobie? Est-ce que tu as des moments où tu fais des séances plutôt d'endurance aérobie? Est-ce que tu fais de l'efficience tout le temps ou pas? Est-ce que pour aller un peu plus dans le détail des séances, on pourrait savoir comment tu organises ces différents types de séances dans une semaine, par exemple? Ouais. Alors, du coup, même plus généralement, la préparation pour un 100 km, du coup, j'en ai préparé vraiment que un 100 km, le championnat du monde, parce que le premier que j'ai fait, c'était un concours de circonstances, donc je l'ai vraiment pas préparé. Donc maintenant, ce que je fais avec mon entraîneur pour préparer le 100 km, on découpe ça un peu en 3 cycles de 2 mois. Donc c'est sur 6 mois. Les 2 premiers mois, on le destine plutôt sur allure plutôt typée 10 semi, un développement de, comme tu dis, de puissance, de force, qu'on essaie de retranscrire sur 1 ou 2 compétitions pour justement valider un peu les progrès faits. Ensuite, on diminue un petit peu le curseur sur la puissance. On développe des qualités plus type marathonien, donc plus sur des seuils, sur des longues répétitions, mais on garde toujours cette trame en fait où on travaille toujours un petit peu tout, mais à des intensités différentes. C'est-à-dire au fur et à mesure, après on va faire le marathon au bout du 4e mois, et après on va s'orienter sur le 100 km. Et quand on va passer sur le 100 km, ça nous arrive encore de faire un petit peu des séances type VMA, mais c'est vraiment plus de la VMA, c'est quasiment plus de l'allure 10 km qu'on va faire. Et voilà, on peut faire 20 fois 500, allure 10 km, mais pas plus vite, vraiment pour garder juste de la qualité d'appui, de la qualité de pied. Moi, j'aime bien aussi parce que ça me permet de varier un petit peu les plaisirs, parce que je trouve que l'entraînement du 100 km est, à la fin, pour moi, je le trouve très monotone et, entre guillemets, assez chiant. Donc j'ai besoin de parce que faire des footings à 15, 16, 17 à l'heure, en fait c'est vraiment rébarbatif, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de fatigue qui s'accumule, et moi j'ai besoin que ça soit un peu dynamique, parce que je pense que je suis jeune et j'ai besoin un peu de cette fougue là. Mais en fait, c'est ces différents paramètres qu'on ajuste au fur et à mesure. C'est-à-dire que par exemple sur le premier cycle de 2 mois, quand on prépare plus 10 km semi-marathon, le dimanche on va toujours faire une sortie longue, mais ça va être par exemple 30 km avec 2 fois 20 minutes à même pas allure marathon. Donc vraiment très léger la sortie longue du dimanche. Après, quand on va faire une spé marathon, on va faire 40 km en tout à une vitesse moyenne de 17,5, 18 à l'heure, avec des blocs de marathon, par exemple 4 fois 6 km allure spécifique marathon, récup 1 km actif. Et quand on va arriver sur du 100 km, on va passer sur une sortie longue régulière ou progressive de 40, 50, 60 km. Donc forcément, entre la sortie longue du dimanche, où on est spécifique 100 km, et la sortie longue du dimanche où on est spécifique 10 km, voilà, la difficulté va pas être la même, mais par contre, la VMA va être beaucoup plus dure sur un SP 10 km que sur un SP 100 km. On essaie de garder vraiment cette trame-là. Et en général, en termes de qualité, ce qu'on appelle qualité, nous, c'est vraiment des séances, c'est des séances assez costauds. Par exemple, ça peut être des 15 fois 1000 mètres, ça c'est ce qu'on appelle une séance. Quand on fait 20 fois 30-30, on appelle pas ça une séance. Quand on fait 15 fois 30 secondes en côte, on appelle pas ça une séance. Donc en fait, on en fait 2 par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Ok, ouais, c'est intéressant. Enfin, moi qui ai eu le privilège d'entraîner Pascal et d'avoir en fait des niveaux de performance qui est à peu près identiques, même si je pense que toi c'est que le début, bien entendu. Ouais, c'est intéressant de comparer ces différentes approches. Je sais que j'avais déjà entendu que tu te faisais un peu que tu t'ennuyais un peu pendant les préparations de 100 km. C'est pour ça que ça m'intéressait de savoir, parce que moi, je pense que, et là, l'idée, c'est aussi de discuter sur l'entraînement du 100 km pour les gens qui nous écoutent. Moi, je continue à faire de la VMA, même pendant la préparation de 100 km. C'est pour ça que j'étais étonné de voir cette espèce d'ennui que tu pouvais avoir. Mais effectivement, maintenant, je comprends mieux pourquoi, effectivement, toi qui aimes aller vite,
si tu fais moins de qualité pendant la préparation spécifique 100 km, tu peux effectivement t'ennuyer. Ouais. Parce que il faut quand même dire aux gens qui nous écoutent que des athlètes de ce niveau-là, à 16, 17 à l'heure, ils sont juste en footing, quoi. Hein. Donc, faut quand même replacer les choses dans leur contexte. À 16, 17, c'est du footing, donc forcément, ça peut faire peur quand on entend qui court, qui s'ennuie à 16, 17, mais lui, à 16, 17, il est en footing. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus, finalement, le 100 km, faut voir ça comme un footing actif, long, en fait. Et donc, pour toute personne, faut prendre sa vitesse de footing active. Et finalement, c'est une vitesse à laquelle on est à l'aise, mais si ça dure trop longtemps dans le temps, ouais, on peut s'ennuyer, je trouve. Mais en fait, c'est plus que je trouve l'ennui dans le sens où, par exemple, lorsque je vais avoir une séance VMA ou une séance de seuil sur une préparation spécifique 100 km, je sais que ça va être bridé dans le sens où à la fin de l'entraînement, je vais me dire, je me suis donné à 80% et j'en avais encore sous le pied parce que on m'a demandé juste de faire 10 répétitions alors que j'aurais pu en faire 20 à cette vitesse-là, ou j'en ai fait 20 à cette vitesse-là, mais j'aurais pu aller 1 km/h plus vite. Donc c'est plus la frustration de pas se donner à 100%, mais c'est aussi le côté du 100 km où il faut prendre l'entraînement dans sa globalité, je pense, et faut pas sortir une séance du lot. C'est tout un ensemble qui doit être pris en globalité, et c'est bien beau de dire je fais une semaine d'entraînement à 200, je sais pas, j'ai fait 280 km, mais en fait si on regarde jour par jour ce que j'ai fait, c'est hyper constant, c'est hyper dur, c'est tous les jours il y avait un petit peu de qualité. Quand je termine par 60 km à 3,25 de moyenne, c'est démentiel. Et en fait voilà, il faut pas juste prendre un entraînement sorti du lot, il faut se dire cet entraînement-là, il a été fait avec les jours précédents, 40 km dans les jambes tous les jours. Donc ça, c'est, voilà, faut pas juste, parce que souvent c'est pareil aussi, il y a certains médias qui prennent une séance type et qui disent cet athlète a fait cette séance-là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je pense qu'il faut prendre voilà, qu'est-ce qu'il avait fait la veille et qu'est-ce qu'il va faire le lendemain aussi, parce que quand on court 50, quand on fait une sortie longue de 50 km sur un plan 100 km, on n'est pas en repos pendant une semaine derrière sans rien faire, quoi. Dès le lendemain, on remet les chaussures et on continue l'entraînement. Donc ça, faut en être conscient aussi. Exactement, précision qui méritait d'être apportée. Est-ce que Guillaume, ton cursus et ton bagage, on va dire scientifique, en tant que pharmacien, t'aident justement dans cette compréhension du corps, dans cette capacité à pouvoir optimiser la récupération? Parce qu'on parlait d'entraînement invisible, tu le dis, hein, il y a de la sieste, il y a du repos. Je pense que tu surveilles, au vu de ce poids de forme à 62 kilos, ton alimentation. Comment tu peux tirer profit de ces études supérieures que tu as pu mener et que tu mènes encore pour bonifier ton statut d'athlète professionnel et performer? Alors ouais, l'entraînement invisible pour moi c'est la part la plus importante que j'ai réussi à développer grâce au fait que je sois passé athlète professionnel, parce que on va dire un métier conventionnel, on est pris 35 heures par semaine à certaines occupations. Quand on a une vie de famille, on est pris à des occupations aussi familiales, et on met le curseur sur l'entraînement physique, et les à côté on fait un petit peu moins attention. Mais en tout cas, l'entraînement invisible, pour moi, ça prend en compte la nutrition, comme tu as dit, l'hydratation, le sommeil et les soins, que ce soit le kiné, de la mobilité, tout ça, et de la préparation physique en général pour justement éviter la blessure et préparer le corps à pouvoir accepter et tolérer une grande charge d'entraînement. Donc je pense que les études scientifiques m'ont quand même aidé à mieux comprendre comment je fonctionnais, comment tout était composé, et je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup étudier, qui aime beaucoup lire sur tout ce qui est fait en course à pied, sur le marathon, sur le 100 km. Je crois que avec mon frère, on avait acheté un livre sur le 100 km qui était vraiment très spécifique à l'époque de la longue distance. Il y a peut-être une dizaine d'années, je le vois même là-bas sur le bureau. Mais on l'avait lu alors on courait pas sur le 100 km, mais on faisait du 10 km à l'époque, 20 semi-marathon. Et on était impressionnés, on était très très intéressés par tout ça. Donc en fait, on lit même des livres en anglais sur l'entraînement, sur tout ça, ça nous intéresse énormément. Et après, on essaie pas forcément de le reproduire, parce que moi j'ai mon entraîneur qui me fait mes plans d'entraînement, mais en tout cas d'avoir un bagage scientifique un peu à l'appui et savoir ce qui fonctionne pas. Et je pense que ce qui est beau aussi sur la longue distance, sur l'ultra-fond, c'est qu'en fait, il n'y a pas une science exacte, et je pense que on peut arriver à faire, mettons, 6h19 sur 100 km en courant 2h10 sur marathon, comme en courant 2h25 sur marathon. Et je pense que c'est un peu la beauté de la chose, il n'y a pas une règle prédéfinie, et ça, c'est ce qui est assez intéressant. Et après, le côté études pharmaceutiques en tant que pharmacien,
c'était vis-à-vis de la population générale, on va dire. Quand j'étais étudiant, c'était magnifique de savoir allier sport et performance. Et maintenant que je suis diplômé de pharmacie, j'entends souvent on va dire le commentaire de c'est pas compliqué d'être performant quand on est pharmacien, on sait comment échapper au contrôle antidopage, on sait ce qu'il faut prendre comme complément alimentaire, etc. Donc ça c'est forcément quelque chose qui peut un peu étonner quand on passe d'étudiant à diplômé, mais finalement souvent à ces gens-là je leur réponds tout simplement que imaginez le simple fait que je sois contrôlé positif à un contrôle antidopage, d'une, ma carrière athlétique s'arrête, et de deux, ma carrière professionnelle en tant que pharmacien s'arrête aussi, parce que aux yeux de la loi, c'est une infraction et je vais pas pouvoir pratiquer, exercer en tant que pharmacien. Donc j'aurais tout à y perdre. Donc je vois pas pourquoi je m'engagerais dans cette pratique. Donc voilà, c'est vrai que aussi du coup le côté positif des choses, c'est que on est plus alerte aussi vis-à-vis de la santé et du bien-être, c'est-à-dire que je sais pas, peut-être j'ai pas assez de recul, mais très probablement que le fait de faire énormément de sport à mon âge et en telle quantité, peut-être qu'à 45 ans, je vais peut-être pas courir 200 km à 45 ans, quoique on sait jamais. Mais voilà, ça permet d'avoir un peu tout ce recul-là et d'avoir un bagage nécessaire pour comprendre à la fois la distance, comprendre l'organisme. Quelle relation tu as avec ton entraîneur ? Tu disais tout à l'heure, je suis parfois frustré parce que je n'ai donné que 80%. J'aurais pu peut-être faire un petit peu plus. Est-ce que, comme un étalon en course hippique, il arrive à te canaliser, et on parlait en début d'épisode d'un diamant à tailler. Est-ce qu'on est dans ce schéma-là ? Et comment tu vis cette relation ? Ouais, donc ça fait bientôt 5 ans que Loïc Letellier m'entraîne. Donc Loïc Letellier, c'est un ancien athlète même actuellement athlète, mais de très haut niveau, qui était en équipe de France de cross, de 5000, de 10 000, qui a fait le championnat du monde à Berlin sur le marathon, et qui est canet. Donc on est de la même ville. Il travaille à 2 kilomètres d'où j'habite, donc ça c'est un avantage. Et en fait, on s'est rencontrés un peu par hasard. Quand je suis allé en stage à Montegordo avec la Fédération française d'athlé quand j'étais espoir, j'avais aucun entraîneur et la référente nationale à l'époque m'a dit, en fait, en analysant un petit peu mes plans d'entraînement, m'a dit, c'est bien ce que tu fais, mais tu fais certainement des choses pas dans le bon ordre ou pas de la bonne façon. Et si quelqu'un t'encadrait et t'accompagnerait, ça irait peut-être mieux et tu performerais peut-être mieux, tu te blesserais moins, parce que c'était vraiment la problématique à l'époque. Je me blessais énormément. Et puis je faisais un peu n'importe quoi. Voilà, elle nous a mis en relation avec Loïc et on a très bien accroché tous les deux. Et pour lui, c'était un nouveau défi, à savoir me canaliser entre guillemets. Et puis maintenant, au fur et à mesure que les années passent, il me donne de plus en plus de liberté. C'est-à-dire au début, je devais suivre un plan rigide, on va dire, où je devais suivre exactement ce qu'il me donnait. Et maintenant, il y a un peu plus de liberté parce que il me comprend, je le comprends, on échange ensemble. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive pour le moment à bien fonctionner, et je pense que ça continuera, parce que forcément il y a des fois où je lui dis Loïc, là j'aimerais bien faire telle et telle compétition, et parce que j'ai l'envie de faire telle et telle compétition ou telle séance, j'ai envie d'aller plus vite, mais voilà, il m'explique que c'est normal, c'est dans la lignée logique de la progression, de la performance, que si je fais telle ou telle compétition, ça va pas marcher pour celle qu'on prépare réellement. Là par exemple, pour préparer le marathon de Rennes qui avait lieu mi-octobre, j'ai couru un marathon fin septembre et un autre début octobre, donc c'est pas une chose normale qu'on fait en règle générale. J'ai couru un marathon en 2h22 et un autre en 2h20 2 semaines avant de faire 2h14, donc voilà, il y aurait sûrement plus d'un entraîneur qui me dirait t'aurais pas fait ça, t'aurais fait 2h12. Mais nous c'est comme ça qu'on fonctionne, et parce que maintenant voilà, il a appris à me connaître, et il a appris un peu à me dompter, si on peut dire, et voilà, il me traite toujours de chien fou, mais bon, je fais comme je peux, et il essaie un peu on va dire de me comprendre, mais sans me brider en fait. Par exemple, avant de me lancer sur le 100 km, il était pas du tout d'accord pour que je fasse du 100 km, et moi j'avais enchaîné deux échecs sur le France de 10 000 mètres et sur le France de semi-marathon, alors un pour une blessure, l'autre pour une crise d'allergie. Et en fait, le championnat de France de 100 km avait lieu 3 semaines après. Et je lui ai dit, Loïc, j'en ai marre, j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît, parce que là, la préparation de 10 000 mètres et semi-marathon, ok, ça va, ça fait 2 ans qu'on en fait. Mais là, j'ai vraiment envie de passer à la vitesse supérieure, et j'ai envie, ça me donne envie, quoi. Et au début, il m'avait dit, non, peut-être pas, prends le temps de réfléchir. Et finalement, je lui ai dit, on va le faire. Et il m'a dit, ok, tu vas le faire, et je t'accompagne, et on y va ensemble. Et on avance main dans la main comme ça, et on apprend ensemble, et voilà. On s'inspire aussi
on prend des informations à droite à gauche, des coachs qu'on peut rencontrer, des athlètes qu'on peut rencontrer, et voilà, on apprend ensemble, et ça, je pense que c'est beau. Et je pense que ce qui aurait été un petit peu embêtant et ce qui aurait été néfaste, je pense, à mon épanouissement personnel avant tout et à mes performances, ça aurait été un coach qui pense avoir, parce qu'il y en a beaucoup des coachs comme ça qui pensent avoir la science infuse et qui écoutent pas assez leur athlète, leurs souhaits, leur motivation. Et je pense que c'est vraiment le couple entraîneur-entraîné, et c'est pas l'entraîneur dictateur et l'athlète finalement qui subit les plans d'entraînement. Et si l'entraîneur a décidé que l'athlète devait faire un marathon, alors il fera un marathon. Et si l'entraîneur donne libre choix à l'athlète de faire ce qu'il veut, après forcément on discute, on échange ensemble, et on tombe sur un compromis en fait. Et ça, je pense que c'est le principal, et on est vraiment un binôme, quoi. Ouais, je crois que t'as parlé, je sais pas, je crois que t'as employé le mot couple. Ouais. Ouais, bah voilà. Je pense qu'une fois de plus, t'as le mot juste, hein. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un couple, faut que ça fonctionne dans la vie, ou un couple au travail, ou voilà. Il faut que l'entraîneur fasse preuve effectivement d'écoute. Moi, il y a un côté aussi que je trouve intéressant dans la relation entraîneur-entraîné. Ça, c'est mon côté prof, forcément. Je pense qu'en plus, avec des gens intelligents dont tu fais partie, si on donne du sens aux choses, si on explique pourquoi on fait les choses, si on donne du sens, l'athlète, il adhère. Donc, il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et si on explique le pourquoi du comment, ben, voilà, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, t'es pas une tête brûlée. Donc, si on t'explique pourquoi il faut faire les choses, et c'est le cas visiblement avec Loïc, ben, forcément, là, le couple fonctionnera bien. Alors, à ce premier 100 km, il y a eu une suite, mais comment tu l'as vécu avec, tu le disais, seulement 3 semaines suite à une déception sur ces compétitions de courte distance? Comment j'ai vécu mon premier 100 km? Le premier 100 km, oui, avec. Okay. Je vais te laisser dire le résultat et ce qu'il en est sorti. Ouais, donc en gros, j'ai participé à mon premier 100 km à Amiens en octobre 2021, donc j'avais 23 ans. Donc aucune expérience sur la distance. Ma sortie la plus longue auparavant, c'était 50 km que j'avais fait 2 semaines avant, parce que j'avais décidé 3 semaines avant que j'allais y participer. Donc je me suis dit, ce serait peut-être pas mal de faire une petite sortie longue quand même, voir ce que ça donne, quoi, au moins 50 km. Donc j'avais, comme je vous ai dit auparavant, un état de frustration avec les France de semi-marathon, les France de 10 000 mètres. Et donc j'ai pris le départ de la course et j'ai dit à ma copine, j'ai dit à mon frère et j'ai dit à mon père, je prends le départ des championnats de France de 100 km. Il y a 2 solutions. C'est soit j'y arrive pas et je gagne pas la course. Pour moi, si je gagnais pas, c'était un échec. Donc si je gagne pas la course, j'arrête la course à pied et les chaussures, je les range au placard pendant très longtemps. Ou l'option 2, c'était je gagne la course, et dans ce cas-là, ça donne un élan à ma petite carrière pour le moment. Et voilà, il n'y avait pas 2 options, et je leur ai dit surtout n'ayez pas peur, comme je leur dis avant chaque départ de course. Je leur ai dit je vais partir devant, vous allez voir, il y aura personne qui va me suivre parce que je vais partir bien trop vite. Et on verra au 50e ce que ça donne, on verra au 70e ce que ça donne, mais je vous promets qu'à l'arrivée, je gagnerai la course. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors forcément, aucune préparation et aucune expérience sur la distance, et peut-être aussi le côté que papa m'a donné quand on était plus jeune, un peu banaliser la distance, qui fait que peut-être arriver un peu trop la fleur au fusil, ou peut-être un peu trop arrogant vis-à-vis de la distance, je pense. J'ai été ce jour-là. Je suis passé aux 50 km en 3h06, je crois, de mémoire. Donc forcément avec un quart d'heure d'avance sur ou 10 minutes au moins sur le second. Donc voilà, le record de Pascal Fétizon, il était à 6h23, je crois, à cette époque-là, le record de France. Donc voilà, j'étais un petit peu. C'est ça, donc j'étais un petit peu en avance déjà sur le record de France, quasiment sur les bases du record du monde pour un néophyte, voilà, qui connaît rien aux 100 km. Donc forcément, à un moment donné, j'allais prendre le retour de bâton. Et la course s'est très bien passée jusqu'au 70e kilomètre où je commence à fatiguer un petit peu. Et c'est à ce moment-là que je croise sur le parcours, justement, Pascal Fétizon qui était à vélo et qui m'encourage parce que je pense qu'il voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à Amiens et que voilà, il y a peut-être, comme tu l'as dit, Bruno, il y a peut-être la relève qui est en train de se mettre en place, ou peut-être que j'allais me planter royalement. En tout cas, il me dit à ce moment-là, c'est là que la course commence, c'était au 70e kilomètre, rien n'est fait, c'est maintenant que ça commence. Et mentalement, ça m'a mis un énorme coup parce que je me suis dit, si ce monsieur-là, à ce moment, parce que j'ai un grand respect, et je me suis dit, si ce monsieur-là, il me dit ça à ce moment-là,
c'est qu'il s'y connaît, il me dit pas des cracks, quoi. C'est vraiment que la course va commencer maintenant. Et pour moi, je me disais, bon, bah, je suis au 70e kilomètre, c'est comme quand on fait un 10 km, on a fait 7 kilomètres, il reste 3 kilomètres, j'ai plus qu'à serrer les dents et ça va passer tout seul. Et ouais, j'ai compris un peu ma souffrance, le manque de préparation. Et finalement, à partir du 85e kilomètre, j'ai alterné marche-course. Je m'arrêtais tous les 2 kilomètres pour des pseudo-arrêts pipi, mais parce que j'étais tétanisé dans les jambes et j'avais besoin de m'arrêter et de repartir. Je crois qu'au 98e, je refais un arrêt d'1 minute. Et puis au final, je gagne la course en 6h42. Ça faisait quelques années qu'un Français n'avait pas couru ce chrono-là. Puis bah du coup, j'ai été plus jeune champion de France de la distance. Et puis à l'arrivée, quand je passe la ligne d'arrivée, bah je vois mon papa et voilà, je le vois 500 mètres avant l'arrivée et je lui dis bah tu vois papa, 100 km c'est pas compliqué, c'est facile. Alors que voilà, moi je me souvenais que du dernier kilomètre, quoi, ce qui s'était passé avant, la souffrance, je l'avais déjà oublié. Et puis j'avais eu la chance ce jour-là que mon frère me suive à vélo. Et donc on avait un accompagnateur vélo, ce qui peut se faire sur certains 100 km. Et ça c'était un bonheur aussi d'avoir partagé ça avec mon frère. Alors Pascal, je pense qu'il t'a fait un truc qui est drôle parce que moi je l'ai suivi en vélo sur son premier 100 km à Saint-Vith quand il est champion de France. Lui par contre, il a commencé très fort, il fait 6,29 dès le premier et il s'est passé la même chose qu'avec toi, c'est-à-dire qu'au 65e, il me dit ah Bruno, j'ai des jambes de feu là, je suis bien, c'est un truc de dingue. Et moi comme ça, je lui dis bah la course a pas commencé. Et là, il y a eu un blanc, si tu veux. Il me l'a dit après, tu vois. Il s'est dit merde. et tu vois, c'est rigolo qu'à toi ils te disent la même chose. Mais c'est vrai. C'est vrai que au 70e, moi, les choses sérieuses commencent. Mais la façon dont tu racontes ta course pour une performance finale de 6h42, moi, je suis mort de rire, quoi. C'est juste incroyable, quoi. Et donc, par la suite, Guillaume, tu t'es mieux préparé. Tu t'es dit finalement, le 100 km, c'est quelque chose que je vais poursuivre. Ouf! Les chaussures n'ont pas été rangées au placard. Tu as gagné la course et tu es revenu avec ce titre de champion de France. Le second, tu l'as mieux préparé. Tu l'as appréhendé de quelle façon? Ouais, le second, du coup, c'était les championnats du monde à Berlin en août 2022. Donc, il y a quasiment un an. Bah là, une fois que j'ai été champion de France, du coup, j'ai été sélectionné pour le championnat du monde. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été, on va dire, l'objectif principal de ma saison 2022 et tout a été fondé et construit autour de cet objectif-là. Donc dans un premier temps, une reprise assez rapidement après le 100 km, plutôt axée sur, encore une fois, les distances un peu plus courtes pour développer des qualités, étant donné que j'avais 24 ans à l'époque. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer à développer des qualités qui vont me servir pour la suite. Et donc j'ai développé au fur et à mesure. Je suis passé sur 50 km en Afrique du Sud. J'ai fait le record d'Europe là-bas. Après quelques marathons, j'ai amélioré ma perf sur marathon, donc on était vraiment dans les temps qu'on s'était donné. J'avais fait 2h16 à Caen, qui est pas un marathon le plus facile du monde, le marathon de ma ville, donc ça m'a fait très plaisir de le faire. Et ensuite, je suis parti en stage d'altitude à Font-Romeu pendant 1 mois, il me semble à peu près. Donc là, on a fait vraiment le début de la préparation au mois de juin plutôt, sur une grosse phase de préparation, mais en fait et après, je suis allé en stage avec l'équipe de France pendant 5 jours du côté d'Andrézieux, à côté de Saint-Étienne. Et là, à partir de ce moment-là, j'étais prêt. Et je pense que j'étais prêt 3 semaines trop tôt ou 1 mois trop tôt, parce que j'ai sorti 2 belles séances qui étaient un peu trop costauds. Mais voilà, en gros, on a fait le gros du travail jusqu'à 2 semaines avant la course et on a vraiment coupé 3 jours avant la course pour être prêt pour le 100 km. Et là, du coup, je partais avec de réelles ambitions pour le championnat du monde. Où finalement la liste de départ était pas, à mon sens, était pas si incroyable que ça. Mais voilà, le jour de la course, ça a couru très vite et au championnat du monde, je fais 5e en 6,19 et je crois que de tous les championnats du monde, 6,19, on est au moins médaillé et moi j'ai fait 5e, quoi. Comment tu as géré ta course? Est-ce que tu es parti aussi rapidement, la fleur au fusil, ou avec beaucoup plus de prudence cette fois-ci? Non, la même chose, la fleur au fusil, encore plus vite, parce que je partais du principe, du corollaire que si je bats le record du monde au championnat du monde, par définition, si je bats le record du monde, personne va plus vite que moi au monde, donc je suis champion du monde. Donc l'équation était très simple, il fallait courir le plus vite possible. Et en fait, je m'étais fié au temps de passage des années précédentes sur des parcours relativement plats, à savoir Winshotten, des parcours comme ça. Et j'avais vu qu'en général, la tête de course passait aux alentours des 3h05, 3h10. Et moi, je me suis dit qu'il fallait que je passe aux alentours des 2h58, 3h00 pour avoir un énorme matelas d'avance et que la concurrence soit écœurée et joue déjà la 2e place. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti tout seul à partir du 10e kilomètre. J'ai accéléré sur 3-4 kilomètres à peu près 18 à l'heure.
Et en fait, j'ai gardé une avance de 1 à 2 minutes sur un trio de japonais qui m'a gardé toujours en point de mire à 1 à 2 minutes. Je suis passé aux alentours des 2h59, 3h00 à la mi-course. Et finalement, ils me sont rentrés dessus à peu près le premier m'est rentré dessus au 70e, le second m'est rentré dessus au 88e kilomètre, je crois, et le 3 et 4 me sont rentrés dessus au 97 et 98e kilomètre. Et donc au final, le japonais remporte la course en 6h12 et le podium se fait à 16, 17, 18 et puis moi en 19. Et puis le recordman du monde de l'époque a fait 7 en 6h22. Donc ouais, c'était une grosse course. Et après mentalement, c'était la course la plus difficile que j'ai pu faire parce que partir tout seul devant. Au moment où je mets mon accélération, je me dis bah maintenant c'est parti Coco, t'as 5 heures, maintenant faut assumer quoi. T'as 5 heures où tu vas courir tout seul et t'auras 3 japonais derrière toi tout le temps et il faudra voilà, c'est énormément de pression en fait quand on est le chassé plutôt qu'être le chasseur. Donc ouais, c'était assez difficile et au moment où le premier m'est passé, c'était vraiment très compliqué. Quand le podium est passé, j'avais vraiment plus aucune envie de courir et finalement ça va peut-être faire rire, mais mon seul lot de consolation, c'était de me dire, bon, là, il y a peut-être la record de France au bout, c'est déjà pas mal, quoi. donc ouais, c'était, on va dire, mon petit lot de consolation à l'arrivée, mais en fait, quand je regarde un peu dans le rétroviseur, je me dis quand même, c'était une belle performance pour moi, je l'appelle toujours mon premier 100 km parce que c'est le premier que j'ai préparé. C'était quand même beau. Après, c'était peut-être un peu trop audacieux. Mais après, voilà, refaire les courses a posteriori, c'est toujours facile parce que, quand on a le résultat brut, on se dit bah voilà, le premier il va faire 6-12, le deuxième il va faire 6-15, enfin 6-18. Donc c'est facile, mais sur le papier, voilà, si on fait moi de tête, je m'étais dit si je fais moins de 6-30, je fais un podium, si je fais à peu près 6-20, je gagne la course. Donc ouais, voilà. Bruno, quel est ton avis en tant qu'entraîneur sur ces performances de Guillaume ? Est-ce que tu lui aurais dit Guillaume, tout ce qui est pris est à rendre ? Oui. Oui, exactement. Mais moi, ce qu'il me dit là, ça m'évoque des événements que j'ai vécu avec Pascal. Avec Pascal, on était en équipe de France tous les deux, donc c'était un peu particulier. Mais Pascal, à Belvès, en 2000, il est au sommet de sa forme physique. Il vient de faire 2,15 au marathon de Nantes, seul de bout en bout. Il avait fait 2,14 pour échouer pour la sélection aux Jeux. Donc, on prépare Belvès, on prépare les championnats d'Europe au mois de mai, je crois. Et donc, dans la préparation, il y avait le marathon de Nantes, mais l'objectif, c'était bien sûr les championnats du monde. Et là, il est fort, il est très, très fort. Et sur cette compétition arrive Takahiro Tsunada, un marathonien à 2,10. Et donc, les deux partent dans un espèce de bras de fer. Ils partent sur des vitesses, à l'époque, stratosphériques, moins de 6 heures. Takahiro Tsunada, il était sur des bases de 5,55, 5,56. C'était juste hallucinant à l'époque. Faut se souvenir que les temps n'étaient pas au niveau qu'ils sont maintenant. Et ils sont dans un espèce de bras de fer et c'est à qui craquera le premier. Pascal a craqué le premier. Je sais pas en combien de temps il a fait les 20 derniers kilomètres. C'était juste terrible de le voir comme ça. Tsunada, je sais plus ce qu'il a fait. Je crois qu'il a abandonné ou il a fini. Enfin bon, bref, c'était un peu, on achève bien les chevaux et ça a été terrible. Et donc, dans les mois qui ont suivi, il y avait le championnat du monde à Winschoten. Et j'avais dit à Pascal, voilà, il va falloir changer de logiciel. Tu n'as pas l'habitude d'avoir des coureurs devant toi. À l'époque, les Russes étaient très forts et souvent les Russes envoyaient 1 ou 2 gars devant qui allumaient la course, tout le monde suivait et puis ils ont sacrifié 1 ou 2 et derrière les meilleurs ramassaient les miettes et la course se gagnait souvent comme ça. Donc j'avais dit à Pascal, il va falloir que tu partes sur une stratégie de course à respecter absolument et que tu ne t'occupes pas des autres. Il y en aura peut-être 5, 10, 15, 25, 30 devant, c'est pas grave. T'as jamais vu que ça de ta vie, mais il va falloir que tu fonctionnes comme ça. Et puis c'est ce qui s'est passé. Il est parti doucement, vraiment très loin, je sais pas, genre 30, 35e. Et puis, ce que j'avais prévu et ce que j'aime dire d'une course de 100 km, donc c'est vrai que ça vient un peu en rupture avec ce que dit Guillaume, mais bon, peu importe, comme il l'a dit, on ne détient pas tous la vérité. Et il a ramassé tout le monde. Et il finit champion du monde et il bat le record de France, le vieux record de... Non, pas le vieux record de France, que c'est Thierry Guichard qui avait battu le record de France, qui était détenu depuis très longtemps par... j'ai oublié son nom et je ne connais que lui, mais bon, peu importe. Et donc voilà, il est devenu champion du monde comme ça. Donc une course, on va dire, dans un scénario qui n'est pas celui
que Guillaume a l'habitude de pratiquer. Mais on l'a dit tout à l'heure, hein, on n'a pas la vérité, on n'a pas la science infuse. Moi, c'est effectivement ce genre de stratégie que je recommande. Ça a marché pour moi, ça a marché pour Thierry Guichard quand il a fait vice-champion du monde. Mais voilà, peut-être que c'est pas forcément celle qui correspond au tempérament et au caractère de Guillaume. Alors moi, je vais mettre un petit peu de poil à gratter dans les chaussures de Guillaume. C'est que malgré ce beau chrono, cette 5e place au championnat du monde, j'ai été surpris de ne pas te voir aligné sur le championnat d'Europe dernier. Comment ça se fait ? Alors ça, c'est pas de ma volonté. Donc à la fois le championnat d'Europe en octobre 2022, il me semble, et le championnat du monde de 50 km 2023 qui a eu lieu il y a quelques semaines, je crois, il y a 2 semaines. Donc non, j'ai pas été sélectionné. Étant recordman de France et recordman d'Europe, j'ai fait ma demande pour justement participer à cet événement, et pour participer à un championnat international, c'est forcément la fédération qui nous y engage et qui nous propose à la fédération internationale. Donc pour faire assez simple, j'ai pris les contacts avec le DTN, avec le responsable du hors-stade, pour leur demander tout simplement de m'y envoyer, et enfin voilà, tout simplement. Et en gros, on m'a toujours donné des refus pour m'y rendre, pour m'y engager, sans réellement aucun prétexte, parce que l'argument sportif, je pense qu'il était en ma faveur. Étant recordman d'Europe, je vois pas comment je peux pas participer à un championnat d'Europe. L'argument financier qu'on pouvait me donner était biaisé également, parce qu'il faut savoir que la fédération internationale défraie les fédérations à hauteur de certain nombre d'athlètes s'ils font une performance le jour de la course. Donc l'argument financier était également faux. Donc on m'a donné des justifications juridiques, qu'il fallait mettre en place un comité de sélection, je ne sais quoi, avec des modalités, etc. Donc en gros, une grosse mayonnaise, pas possible, en gros, juste pour faire durer, pour au final ne pas m'y envoyer, et tout simplement également me dire que sur le 100 km, je sais pas courir, que de toute façon je cours bêtement, et que voilà, je fais 5e d'un championnat du monde, mais je cours n'importe comment. Donc ça, forcément, par des personnes au bureau fédéral de la Fédération française d'athlé, qui à mon avis n'ont jamais couru plus d'un tour de stade de leur vie. Donc ça me fait bien rire, quand nous sur 100 km on en fait 250 tours de stade. Mais voilà, ça c'est toujours pareil, c'est les gens les moins compétents qui prennent les décisions. Et sinon, au-delà de ça, pour moi c'était une très grosse frustration, parce que je sais très bien que ma performance sur 50 km, et c'est un record d'Europe, mais je sais qu'on peut le battre, dans le sens où si on met tous les meilleurs marathoniens français et européens sur le 50 km, je sais très bien qu'il va être battu, ce record. Et après, moi, l'argument que j'invoque, c'est pas de ma faute si les autres ne font pas la distance. Moi, je fais du 50 km. Si un coureur de 2h05 au marathon veut faire du 50 km, il a qu'à le faire, il va battre mon record, il y a pas de problème. Mais on peut pas me dire qu'il y a pas de niveau, il y a pas ci, il y a pas ça. Ça, c'est pas de ma faute, c'est pas de mon ressort que un marathonien en 2h05 ne veuille pas faire de 50 km. Ça, moi, j'y peux rien. J'ai le record d'Europe, je l'ai fait, et un point, c'est tout, et c'est comme ça. Je veux dire, si on regarde l'historique de tous les records sur le site allemand des UV Stats, il doit y avoir pléthore et pléthore de performances sur 50 km. C'est pas non plus une distance niche pour autant. Et c'est comme sur 100 km, je suis persuadé que si on mettrait tous les Kenyans sur un 100 km, si on mettrait tous les Japonais qui font du marathon et de l'équilibre sur 100 km, il y en aurait peut-être un qui ferait 6h10, 6h05, 6h00. Mais ces coureurs-là l'ont pas encore fait. Ils ne le feront peut-être jamais de leur vie, même s'ils ont un très gros potentiel. Donc à partir d'un moment où le championnat international existe, où j'ai fait mes preuves sur la distance, où j'ai réalisé des records, je comprends pas pourquoi on ne m'y envoie pas, et pour moi c'est un peu de la folie douce. C'est peut-être parce que l'athlétisme français en ce moment vit une période faste. On a quand même beaucoup de médailles, et donc voilà, on a tellement de médailles qu'on n'a pas besoin de la tienne. Ça doit sûrement être ça. Sûrement. Guillaume, sur cette lancée, sur ces championnats du monde, tu as voulu approcher le record du monde. Est-ce que Alexandre Sorokin te fait de l'œil, et ce record aux alentours de 6h05 t'inspire et te motive
jour après jour pour avancer dans ta connaissance de cette distance du 100 km. Et comme on l'a évoqué depuis ce début d'épisode, tu es jeune, tu as encore une marge de progression importante. Vers quoi tu tends ? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te donne la motivation et le plaisir à aller t'entraîner ? Ouais, pour le moment, ce qui me donne le plaisir et la motivation à aller m'entraîner, c'est de dépasser un peu les limites que je peux me fixer, un peu aller chercher les records. Pour l'instant, c'est ce qui m'intéresse le plus. Participer aux plus belles courses du monde, que ça soit sur des marathons, que ça soit sur du 100 km ou peut-être des courses au-delà, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et ce que je trouve beau dans le 100 km, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Alexander Sorokin, le Lituanien, et il a fait 2h25 au marathon de Séville. Le même jour, je fais 2h15 à Séville. Donc je lui mets 10 minutes sur marathon, pourtant sur 100 km, il me met 10 minutes. Donc c'est pas une science exacte, et je pense que au-delà du fait que j'ai 26 ans sur 100 km aujourd'hui, je pense qu'on arrive quand même à un certain âge de maturité, ne serait-ce que d'expérience, ne serait-ce que de physiquement arriver à maturité physique. Donc je pense que j'ai de belles années devant moi. Et pour l'instant, c'est ce qui me donne envie, c'est de persévérer sur le 100 km pour jouer le très haut niveau international, les championnats du monde, aller chercher le record du monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le record du monde, c'est de courir, enfin si, c'est le record du monde, mais c'est de l'abaisser en dessous des 6 heures. Moi, c'est quelque chose qui me donne envie tous les matins quand je me lève, c'est ce pourquoi je pars courir. Et je pense que cette barrière, elle va vraiment être mise à mal, elle va être battue dans quelques années, peut-être, je pense. En fait, quand on regarde la génération là qui a éclos à Berlin, le premier à 28 ans le jour de la course à Berlin, le deuxième il a mon âge, il avait 24 ans à Berlin. Moi j'avais 24 ans, le troisième un copain hollandais, Pete Wiersma, qui a fait deuxième au Comrades, il a 25 ans. Donc en fait on est une génération à l'international extrêmement jeune. Et voilà, par exemple Pete Wiersma qui fait 6,18, c'était aussi son deuxième 100 km. Moi je fais 6,19 sur un deuxième 100 km. Alexander Sorokin il fait 6h05 sur son énième ultra. Donc voilà, sur le nombre qu'on est assez jeune à ce niveau-là pour le moment, on va dire entre 6,10 et 6,20. Voilà, quand on sera à notre 6e 100 km, faudra pas être étonné qu'il y en ait un de nous qui fasse sous les 6 heures ou qui batte le record du monde. Et je pense que le record du monde tu vas peut-être m'aider Bruno, c'était un Écossais qui avait le record, Donald Ritchie, c'est ça? Don Ritchie, oui. Ouais, qui avait le record du monde. Il a daté de nombreuses années. Je crois même qu'il avait été battu par Nao Kasami une semaine après son décès il y a quelques années. Je pense que le record du monde de Alexander Sorokin, il va être battu, il va tenir beaucoup moins longtemps et il va être battu très bientôt. Et voilà, je pense que il y a aussi un ensemble de paramètres qui fait que le record du monde peut être battu, à la fois les coureurs jeunes qui sont sur la distance avec des très bonnes bases sur marathon, les coureurs japonais par exemple ils courent 2,15, 2,16 au marathon. Moi actuellement je suis à 2,14, donc on a quand même un profil relativement rapide sur marathon, comme pouvait l'être Pascal aussi sur marathon. On est dans la force de l'âge, comme tu as pu le dire aussi Bruno. On est aussi, faut savoir que les athlètes japonais ils sont professionnels. Alexander Sorokin, il est professionnel. Pete, il va devenir professionnel. Moi, je suis professionnel. Donc, en fait, le 100 km, actuellement, au niveau international, c'est en train de se rajeunir, mais de se professionnaliser aussi. Donc, en fait, faut pas être étonné que les performances vont être amenées à éclore et on va faire éclater les chronos parce que on met tout en place pour y arriver. Je me rappelle également la première fois que j'ai fait un marathon à Albi, quand j'avais 19 ans, j'ai fait 2h25 et pour la petite anecdote, c'est le chrono d'Alain Mimoun quand il gagne les Jeux Olympiques. Sauf que j'ai pas la prétention de dire que je vais être champion olympique avec 2h25, mais la technologie, la science évolue, progresse et je pense que ça va aussi dans ce sens-là. Alors moi je mets pas tout sur les chaussures carbone, les chaussures à plaques, les chaussures innovantes. Pas du tout, le record de France, je l'ai fait sans chaussures carbone et sans chaussures innovantes. Mais voilà, je pense que c'est faisable aussi sans ces gadgets, sans ces petits gadgets, sans ces bijoux de technologie. Mais je pense que essentiellement, le 100 km à l'international et au très haut niveau se rajeunit, se professionnalise, et c'est ce qui va tendre vers des chronos d'exception. Alors Bruno, je te voyais faire les yeux là, les gros yeux en évoquant justement ces chaussures sans carbone sur les courses de Guillaume. C'était une question d'auditeur. On va basculer sur quelques questions, Guillaume, si tu veux bien te prêter à ce jeu de questions-réponses. Des auditeurs nous ont sollicité pour
t'interpeller sur des sujets qui les intéressent, puisque dans la communauté du podcast À côté de mes pompes, des coureurs veulent se lancer sur cette distance. La question des chaussures est revenue. Qu'est-ce qu'on utilise quand on part sur une préparation 100 km et quelle était la chaussure qui a eu tes suffrages pour concourir sur la distance en compétition? Alors moi j'ai couru le 27 août à Berlin, le 27 août 2022, le championnat du monde. J'ai signé mon contrat professionnel le 1er août 2022 avec Salomon. Donc c'était une chaussure Salomon. Road running, forcément je les ai testés en amont. C'était du coup une chaussure prototypée. Donc vous pourrez jamais l'obtenir. C'est du sur-mesure. C'était alors pour la petite histoire, c'était la S-Lab Phantasm CF. Donc la première version de chaussure compétition qu'a pu sortir Salomon, elle était toute rouge. Donc moi il y avait une lame en fibre de verre dedans, donc c'est pas une lame carbone. Les mousses sont pas des mousses extrêmement innovantes. Là il y a une nouvelle chaussure qui est sortie chez Salomon, que j'ai eu en prototypage depuis janvier, mais qui est sortie à la commercialisation. Et si vous regardez le clip publicitaire, c'est moi qui fais le clip. Mais blague à part, en tout cas, pour avoir testé les nouvelles chaussures et la chaussure que j'ai utilisée à Berlin, c'était une chaussure entre guillemets ancienne génération. Elle était prototypée dans le sens où le upper, c'est-à-dire on a la semelle sur une chaussure et le upper c'est le textile qu'il y a dessus. C'était un textile totalement transparent pour gagner en poids. Donc c'était vraiment des ajustements très délicats et très fins, mais ça changeait pas le dynamisme de la chaussure, ça changeait pas le confort de la chaussure, l'amorti de la chaussure. C'était vraiment une chaussure vraiment à ma taille et vraiment un peu personnalisable, mais on va dire que le côté amorti, mousse, etc., c'était pas de l'innovation ultime, comme on peut avoir maintenant chez Salomon ou chez d'autres marques concurrentes également. Donc voilà, je pense que peut-être qu'avec une chaussure, avec la S-Lab Phantasm 2, j'aurais fait peut-être encore mieux, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien dire que le record de France, je l'ai fait sans chaussures carbone. Et ça peut faire rire parce que souvent, on met un peu tout sur le dos des chaussures. Et je pense que dans la chaussure, il y a un être humain quand même. En revanche, je pense que il faut, donc pour revenir à ta question, il faut une paire de chaussures qui est très confort et qui amortit assez bien quand même le choc, parce que on se met quand même beaucoup de kilomètres sur une préparation. Et sur la compétition, faut savoir que on n'est pas sur une foulée non plus attaque avant du pied, etc. Donc je pense qu'il faut une chaussure à la fois confortable, parce que si vous avez une chaussure qui est inconfortable, sur mon premier 100 km, j'avais pris une chaussure de chez Nike, la Next. Elle est confort, mais elle est très abrasive, et le upper est pas enfin il est pas super fit, il est pas super sympa. Je me suis trouvé avec plein d'ampoules et des ongles de cassé, etc. Quand on court à 100 km, ça arrive au 70e kilomètre, on a beau avoir de la performance dans la chaussure, si on n'a pas le confort, c'est un peu déstabilisant. Donc je pense qu'il faut un compromis entre confort et performance, dynamisme en tout cas. Et sinon, pour revenir à la globalité de la chaussure actuelle et un peu de la révolution qu'il peut y avoir sur le marché de la chaussure, je pense que ces chaussures nouvelle génération qui allient à la fois une plaque carbone, une géométrie de forme et une mousse nouvelle génération, c'est très bien pour pouvoir augmenter le volume, minimiser la fatigue musculaire, mais je pense pas que directement elle permette de courir plus vite. Je pense qu'elle permet de courir plus vite parce qu'on s'entraîne plus, on s'entraîne mieux. Mais je pense que la chaussure ne fait pas tout. Une autre question, Pierre et Thomas, je vous salue pour vos différentes interrogations. Quels seraient tes conseils, Guillaume, pour te lancer sur 100 km? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs qui souhaitent allonger la distance? On l'a déjà évoqué avec Bruno lors d'une capsule, mais là, on voudrait avoir ton sentiment d'athlète professionnel. Alors d'abord, maintenant qu'on arrive au niveau des fêtes de Noël, surtout prenez pas le pari un 31 décembre un petit peu éméché de vous dire je vais faire un 100 km en 2024, parce qu'il faut assumer quand même, c'est quand même pas mal de travail. Mais blague à part, je pense que faut, comme on l'a dit en tout début de podcast, en fait, faut suivre ses envies. Si ça vous fait envie, en fait, je pense qu'il faut se lancer dedans. Mais comme si l'ultra trail vous fait envie, il faut foncer. Si vous êtes sur la route et que l'ultra trail vous donne envie, bah arrêtez de tourner sur une route, arrêtez de tourner sur une piste, foncez vers ces distances-là, vers le 100 km par exemple. Et je pense vraiment qu'il faut apprendre à s'écouter, parce que le 100 km c'est quand même beaucoup d'écoute de soi, beaucoup d'écoute des sensations. Faut savoir respecter un plan d'entraînement. Et à mon avis, il faut l'aborder sans pression, dans un premier temps chronométrique. Il faut déjà se dire, est-ce que je peux courir 100 km? Est-ce que je peux aller au bout?
Et au-delà de ça, je pense que le côté plaisir est important parce que aller faire des kilomètres et des kilomètres, si y a pas de plaisir, c'est un petit peu contraignant, je pense, et on n'a pas envie de mettre les baskets, surtout là en plein hiver. Et sinon, je pense que la dernière chose, il faut pas se mentir, c'est que un marathon, j'ai tendance à dire, on souffre 20 minutes, c'est-à-dire on passe le 35e kilomètre, on souffre une demi-heure grand maximum. Un 100 km, on se promène 4 heures et on souffre deux bonnes heures, quoi. Donc en fait, un 100 km, on souffre un marathon. Donc c'est comme si vous preniez le départ d'un marathon et que vous êtes complètement entre guillemets flingué, explosé, totalement fatigué, et qu'on vous dit allez, pars faire ton marathon. Donc ça, faut en avoir conscience aussi, hein. C'est pas une chose facile à faire. Je pense qu'il faut avoir un gros mental aussi, parce que ça se fait pas tout seul. Mais au-delà de ça, je pense que le jeu en vaut la chandelle, parce que quand on franchit une ligne d'arrivée sur une distance de 100 km, une distance où on court des heures et des heures, finalement à l'arrivée, au-delà du chrono, au-delà de la satisfaction de se dire j'ai battu un record, j'ai fait ci, j'ai fait ça, en fait on a l'impression d'avoir grandi, de s'être découvert et d'avoir pris un recul sur ce qu'on a fait et sur nos capacités au quotidien à se dépasser, mais que ça soit dans le milieu professionnel, dans le milieu sportif. En gros, je pense que c'est déterminant pour se surprendre. Je pense que si vous voulez vous surprendre et vous découvrir des qualités et des phases un peu mystérieuses de votre vous-même, entre guillemets, le 100 km, c'est parfait. Et l'ultra distance, en règle générale, c'est parfait. Parce que là, on parle du 100 km, mais on pourrait parler des distances encore plus longues, mais je suis pas encore dedans. Ouais, moi je voulais juste ajouter quelque chose, mais ça va dans le sens de Guillaume, donc je vais faire très court. Moi, on me pose souvent la question, forcément. Bruno, est-ce que tu crois que je peux faire un 100 km? Et la seule chose que je demande aux gens, est-ce que tu en as très envie? Et si on me répond oui, je lui dis alors oui, tu peux faire un 100 km. Et Guillaume nous l'a dit tout à l'heure. À un moment, il s'est dit voilà, moi je veux faire autre chose. C'est de ça que j'ai envie, c'est ça que je veux faire. Voilà, donc la réponse qu'on peut donner aux gens, c'est ça. C'est si au fond de vous-même vous en avez envie, ne vous mettez pas de limite. Et Guillaume prouve par tout ce qu'il nous a dit que il ne se fixe pas de limite. Alors Guillaume, il y avait une autre question, et Bruno pourra peut-être donner également ses astuces. Comment on fait pour ne pas subir la lassitude? À quoi on pense sur un 100 km? Moi, ça a été le premier sujet la première question que je me suis posée lorsque je me suis dit je vais participer au championnat de France de 100 km sur mon premier 100 km. Je suis allé voir un préparateur mental et je lui ai dit voilà, la problématique c'est comment faire pour faire passer dans la tête 6h40 d'effort, comment je vais faire pour ne pas trouver la lassitude. Et en fait, on trouve des mécanismes dans un premier temps à savoir c'est un petit peu au quotidien aussi à l'entraînement. En fait, on part courir et en fait on essaie de s'évader dans ses pensées, on essaie de penser à autre chose, de penser à rien, de faire passer le temps, parce que si on court avec une montre sous le nez qui bip toutes les minutes, ça va être très 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 long et très ennuyeux. Donc faut réussir à s'échapper un petit peu mentalement. Pour moi en tout cas, ça a été la première partie qui était très importante. Et pour la petite histoire, avec mon préparateur mental, après la course, il m'a demandé de résumer ma course, de faire un récit de course en fait. Donc les 10 premiers kilomètres étaient très détaillés. J'ai peut-être écrit 3 pages pour expliquer mes sensations, expliquer mes émotions, ce que je pensais, ce que je voyais, mes temps de passage, tout ce que je me souvenais en fait. Et entre le 10e et 95e kilomètre, je crois que j'ai écrit peut-être une demi-page, parce que je me souviens pas de ce qui s'est passé, parce que j'étais dans un état un peu second où finalement j'étais un peu sur un nuage et voilà, je me voyais à la 3e personne, je pensais à plein de choses, on essaie un peu de s'évader mentalement, et finalement je suis revenu un petit peu sur terre entre guillemets, comme j'ai tendance à dire, juste pour la fin de course quoi. Et ça c'est assez particulier. Et maintenant que je fais de la compétition sur 100 km un peu plus haute performance et vraiment pour la performance brute, je me pose même plus la question, je me dis juste que c'est mon job de courir 6 heures, 7 heures de course, et c'est pas autrement. Et de toute façon, le côté mental n'est plus forcément un problème. De lassitude en tout cas, c'est plus forcément un problème, parce que je me dis que je me suis entraîné des heures et des heures, des jours et des jours, c'est pour vivre ce moment. Donc au lieu de m'échapper de ce moment, j'ai envie de le vivre pleinement, et d'être acteur de ma compétition, de ma course, et de vivre vraiment le moment comme je veux le vivre. Donc ma réponse elle est un petit peu contradictoire. C'est soit on trouve que le temps va être très long à faire passer, dans ce cas-là on trouve des systèmes pour s'évader,
ou sinon on estime que ça va pas être si long que ça, et dans ce cas-là, on la vit pleinement et on est acteur de sa course. Bruno, de ton côté, comment tu évitais la lassitude et à quoi tu penses quand tu prends le départ d'un 100 km? On me posait souvent la question, on me disait, mais ça doit être long, vous devez vous ennuyer. Vous pensez à quoi pendant un 100 km? Ben voilà, je vais pas répéter tout ce qu'a dit Guillaume parce que ça serait redondant, mais non, ça passe très vite. C'est la réponse que je donnais toujours. Non, ça passe vite, on voit pas le temps passer. Et j'aime bien cette idée d'introspection, ce que décrit Guillaume, c'est-à-dire qu'à un moment, oui, on est tellement centré sur soi, on est tellement focus que en fait le temps passe très vite et cette notion de temps, elle est très 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 relative. Après, un athlète de haut niveau comme lui, moi j'allais un peu moins vite que lui, mais néanmoins on est quand même focus sur ce qu'on fait. Il faut penser au ravitaillement, il y a la stratégie de course, il y a plein de choses quand même dont il faut s'occuper pendant une course. D'autant plus avec des athlètes comme lui qui sont en tête de course, donc il y a aussi la gestion, pas seulement du chrono, mais aussi la gestion stratégique. Donc ça passe très vite, ça passe très très vite en fait. Et une fois de plus, l'idée c'est quand même de penser qu'on est là pour parler aux gens. Beaucoup de gens nous écoutent, on espère qu'il y en aura beaucoup. On est là aussi pour rendre cette discipline accessible et peut-être qu'on va donner envie. N'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur de la durée. C'est vraiment pas ça le souci et ça passe beaucoup plus vite qu'on ne le croit et on ne s'ennuie pas sur un 100 km. Et sur un plan alimentaire, Guillaume, alors qu'est-ce qui te fait carburer? Qu'est-ce que tu utilises sur ces courses au long cours ou à l'entraînement? Est-ce que tu as des produits préférés, des choses qui t'aident à passer les kilomètres et à franchir donc ces belles distances? Ouais, alors au niveau de l'alimentation et du ravitaillement le jour de l'épreuve, je carbure, on va dire, principalement à la boisson d'effort, essentiellement constituée de sucre simple, donc de glucose, des choses comme ça, avec de la boisson d'effort type de la marque Oversteam, qui est un de mes partenaires, et également avec des gels d'effort. Donc j'essaie d'en prendre tous les 10 km à peu près, et en fonction des conditions météo et des conditions climatiques, à la fois la chaleur et l'humidité, j'ajoute des sels sous forme de gélules à ma boisson pour qu'elle soit un petit peu plus salée avec un petit peu plus d'ion, parce qu'on a une perte un petit peu plus importante en déshydratation. Après, je fais plusieurs tests à l'entraînement auparavant sur des sorties bien spécifiques aux allures 100 km sur lesquelles je veux partir. Je fais pas mal de protocoles un peu scientifiques pour savoir la perte hydrique que je vais avoir sur ces conditions-là. Si je cours dans des conditions climatiques un petit peu extrêmes, je me mets en condition sur un tapis de course où je peux gérer la température et l'humidité et voir un peu ma perte d'eau que je peux avoir. On essaie de la quantifier, de mettre en place des protocoles de ravito adéquats et aussi avec un suivi de la glycémie pour savoir si je suis pas en hypoglycémie, des choses comme ça. Enfin, c'est un peu le côté scientifique qu'on essaie de mettre au simple ravitaillement que moi je pouvais voir mon père quand je le ravitaillais, c'était un peu du grand n'importe quoi. C'était un peu, je le suivais à vélo avec une grosse caisse à l'avant et voilà, il pouvait y avoir des paquets de chips, des bonbons, des gâteaux, tout ce qu'on veut. Donc c'était un peu l'épicerie ambulante, on va dire, que moi de mon côté c'est assez scientifique, assez carré, assez rigoureux, où il faut que j'ai à peu près 100 grammes de glucides par heure, où l'apport en lipides est quasiment nul parce que je pense que sur 6 heures d'effort, on n'a pas le temps de les digérer, de les absorber et d'avoir l'énergie nécessaire. Sur tout ce qui est protéines, on est en train de développer quelque chose d'assez intéressant avec mon partenaire et que ça pourrait être assez intéressant à l'avenir, à ajouter une petite dose de protéines là-dedans, assez facilement assimilable sous forme d'acides aminés, de BCA, donc ça pourrait être assez pertinent. Mais sinon, je pense que pour tous les coureurs qui veulent se lancer dans des stratégies de ravitaillement, je pense que l'essentiel est déjà de tester à l'entraînement et au-delà de ça, c'est de savoir ce qui nous va, ce qui nous convient. Est-ce que c'est le côté liquide, le côté solide ou le côté un peu gélatineux comme un gel, tout simplement. Moi, j'ai testé aussi le solide, les barres à l'entraînement, ça passe pas parce que mâcher, etc. Quand on court, on salive très peu et c'est difficile à faire passer. Faut aussi voir si pour certains athlètes, le ravitaillement, ça peut être un peu une source de plaisir dans le sens où finalement on se dit bah dans 10 km j'ai mon ravito, j'ai mon petit plaisir entre guillemets, etc. Moi c'est pas du tout un plaisir, c'est juste que j'en ai besoin pour performer, donc ça pourrait avoir un goût entre guillemets dégueulasse, je m'en fiche, du moment que je sais que ça me fait du bien au corps pour être performant, c'est le principal.
Donc voilà un petit peu le plan de ravitaillement. Et aussi, ça dépend quand on est sur un championnat du monde, par exemple, c'est sur circuit. Par exemple, à Berlin, c'était sur circuit. Donc en fait, faut l'adapter en permanence parce que là, c'était un tour de 7 km et demi. Donc c'est pas comme si on a un vélo qui nous suit tout le temps, où là on peut choisir à tel et tel moment, le ravitaillement nous ravitaille, le vélo nous ravitaille. Là c'est vraiment sur un circuit, donc faut prendre ça aussi en considération. Donc c'est assez important d'avoir les quantités, à la fois la quantité et la qualité suffisante pour courir sur 100 km. Est-ce qu'au quotidien, tu arrives quand même à te faire plaisir un petit peu et à profiter de la vie? Parce que tu as dit, j'ai vécu mes années de faculté, donc ces années d'études en pharmacie, sans profiter des soirées étudiantes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'accordes quand même quelques libertés, quelques plaisirs gustatifs sur des périodes peut-être où l'objectif est lointain avec cette possibilité de déraper un petit peu? Alors ouais, c'est marrant parce que c'est une question qui revient assez souvent, savoir si je fais des écarts alimentaires au quotidien, enfin de temps à autre, des choses comme ça. Mais pour faire très simple, quand on court environ 30 km par jour tous les jours de l'année, la question c'est pas de savoir est-ce que je peux me permettre de manger telle ou telle chose. La question c'est il faut se permettre de manger telle ou telle chose parce que quand on court 30 km par jour, la dépense énergétique est phénoménale. Donc la question c'est pas de se dire je vais avoir trop de calories, c'est de savoir est-ce que je vais en avoir assez par rapport à tout ce que je dépense. Donc forcément ça m'arrive de me faire plaisir. Après moi j'ai l'avantage de pas forcément trouver énormément de plaisir dans l'assiette, en fait des choses très simples moi vont me convenir, c'est-à-dire des légumes vapeur, ça me va très bien. J'aime pas le beurre, j'aime pas le chocolat, j'aime pas toutes ces choses-là, donc forcément ça restreint. J'ai beau être normand, le lait, le beurre, la crème, le fromage, j'aime pas, donc voilà, forcément c'est c'est des sources, on va dire, de lipides, voilà, où certaines personnes peuvent se faire plaisir dedans, avec ces plaisirs gustatifs. Moi je trouve pas forcément un incroyable plaisir. J'ai souvent tendance à dire que tout le monde peut s'acheter un steak frites et le manger. Enfin, tout le monde, voilà, en règle générale, hein. Tout le monde peut avoir accès à un super burger au fast-food. Mais par contre, il y a très peu de personnes qui peuvent avoir accès à la sensation et l'émotion que procure le sport et le sport de haute performance. Et franchir une ligne d'arrivée d'un 100 km, ça n'a pas de prix. On a beau être Bill Gates ou qui on veut, on n'aura jamais cette émotion-là dans notre vie. On aura beau avoir tous les dollars, enfin autant de dollars qu'on veut, on n'aura jamais cette sensation-là. Donc pour moi c'est quelque chose qui est un peu immatériel d'un point de vue sensation, le 100 km. Et sinon ce que j'aime faire, enfin si j'arrive à trouver du plaisir dans mes journées, j'ai envie de te dire que cette année je suis parti en Afrique du Sud, je suis parti au Japon, je suis parti au Kenya m'entraîner, j'ai rencontré des cultures différentes, j'ai croisé des coureurs différents qu'on partage la même façon de vivre, avec la même mentalité. Grâce à la course à pied aujourd'hui, je voyage, je découvre plein de choses, donc je pense que ouais, je vis ma plus belle vie. Et quand je vois que des gens vont travailler et pour être payés à coup de lance-pierre pour faire un métier 35 heures semaine qui leur plaît pas et être triste, moi je fais quelque chose qui me plaît. Enfin voilà, j'ai aucune contrainte et les contraintes c'est moi qui me les donne parce que j'ai envie d'être performant et c'est tout. Ouais, moi je suis franchement, enfin j'étais déjà fan avant qu'on fasse ce podcast, mais alors je suis encore plus fan. Je suis totalement fan parce que il explique avec beaucoup de justesse que ouais, les soirées étudiantes, mais il a jamais fait de sacrifice, Guillaume. C'est des choix de vie et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on pense que ne pas faire les soirées étudiantes, c'est se priver de quelque chose. Mais non. Quand on fait des choix de vie, quand on sait ce qu'on veut dans la vie, il y a pas de sacrifice. Et au niveau gustatif, moi je suis pas normand, mais j'aime pas le beurre non plus. J'aime bien les légumes nature. Et il y a pas là encore, il y a pas de sacrifice. Les choses sont simples. Elles découlent d'elles-mêmes. Et je crois que c'est vraiment cette fraîcheur et cette spontanéité dans la façon de conduire sa vie. Enfin, c'est remarquable. Faut vraiment se dire que les athlètes de haut niveau comme lui sont en train de s'épanouir et de s'éclater, alors qu'on a tendance à les juger en se disant le pauvre, il fait des sacrifices, mais non. En fait, il est en train de vivre sa vraie vie et ça n'a pas de prix. C'est juste extraordinaire. Et une fois de plus, le but du jeu, c'est que nos auditeurs, c'est que ça infuse auprès de nos auditeurs. L'idée, c'est d'être heureux et de faire ce qu'on a envie de faire, et c'est ce qu'il est en train de faire, et ça, c'est extraordinaire. Guillaume, tu as un peu devancé ma dernière question du podcast, l'instant à côté de mes pompes.
à travers ces voyages, à travers ces découvertes et ces rencontres que tu as pu faire donc dans ces dernières années, dans cette carrière professionnelle que tu mènes aujourd'hui, qu'est-ce que tu relèverais si tu devais ressortir un élément, un instant où tu es à côté de tes pompes, en dehors de toute activité physique, sportive? Quand tu laisses les chaussures au placard, il se passe quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Il promène son chien. Je promène mon chien. Non, plus sérieusement, pour moi, l'activité physique, enfin, en fait, j'ai pas d'émotion sans activité physique. Je vais pas avoir une émotion incroyable en regardant un film à la télé. Je vais pas avoir une émotion incroyable en regardant, je sais pas, une série Netflix, en regardant un film au cinéma. Moi, franchement, là, autre que la course à pied, autre que la compétition, c'est cet été, je suis parti avec ma copine. On est parti dans les Alpes. On a fait plus de 200 kilomètres de randonnée dans la semaine. On a vu personne, on n'a vu aucun être humain, mais c'était formidable. On a vu plus de marmottes que d'êtres humains, c'était magnifique. On a fait des randonnées, on a fait 4 heures de randonnée pour arriver au sommet d'un col, au sommet d'un pic, et on est resté là bouche bée pendant 30 minutes parce que la vue était magnifique, on contemplait. Et ouais, je pense que c'est le côté un peu nature que j'aime, mais voilà, il y a pas besoin d'avoir te claquer des mille et des cents pour être heureux. Il y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire des vacances aux Bahamas, les pieds dans l'eau. Il y a pas besoin. Voilà, moi, être à côté de mes pompes, c'est être vraiment dans mes pompes, tu vois. Et à côté de mes pompes, je suis pas grand chose parce que j'ai toujours besoin d'aller dehors et de faire du sport, au moins une activité physique. Et moi, la période où je suis plus détestable, honnêtement, hein, c'est si je suis blessé, je suis quelqu'un de détestable. Ça va pas et il faut que je sorte dehors, faut que j'aille faire du sport, ouais, mais même en voyant personne, c'est pas grave, c'est pour moi, c'est mon plaisir. Et au-delà de ça, ce que j'aime faire aussi, c'est de partager ce plaisir avec d'autres personnes parce que une performance seule n'a pas vraiment de saveur en fait. Tout le monde, enfin qu'on me dise que je suis exceptionnel, je suis fantastique, je suis merveilleux, honnêtement, ça peut flatter l'ego, mais moi c'est pas forcément ce que j'attends. C'est lorsque je franchis une ligne d'arrivée, quand on est dans le processus de performance, d'entraînement, c'est de voir que je suis accompagné de mes proches, que le jour de la compétition ils sont là, et je vois le bonheur dans leurs yeux, et ça c'est ce qui me fait le plus plaisir à côté de mes pompes. Alors merci Guillaume de t'être livré en compagnie de Bruno. Il tenait à être présent ce soir pour enregistrer cet épisode. Vous deux, les spécialistes donc de l'ultra-distance et du 100 km, un grand merci d'avoir pu apporter cet éclairage sur ta pratique, sur ce métier d'athlète professionnel, avec quand même beaucoup d'humanité, beaucoup d'humilité dans tes propos. Donc, si les auditeurs veulent te suivre, si des personnes veulent t'accompagner, être partenaire de tes prochaines performances, comment on procède? Par quel biais on peut te contacter? Sur Instagram directement, si vous voulez, sur Facebook, par mail. Enfin, vous allez sur mon Instagram, il y a toutes mes coordonnées qu'il faut, guillaume.ruel. Et il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir que si je peux donner envie à des jeunes de courir, si je peux leur donner envie de s'impliquer pleinement et de surtout se faire plaisir dans la passion de la course à pied, peu importe la distance, peu importe le niveau, vraiment, je pense que c'est le message qu'il faut faire passer. Et voilà, je pense que après je fais pas de plan d'entraînement, j'ai déjà eu des demandes comme ça. Dans ce cas-là, il faut plutôt aller voir Bruno. Mais moi, je fais pas encore de plan d'entraînement et voilà. En tout cas, c'est un grand plaisir d'avoir participé à ce podcast avec vous. Et j'espère qu'on aura donné l'envie aux gens de se surpasser, surtout pas forcément de courir du 100 km, mais en tout cas de faire ce qu'ils veulent dans la vie et de faire ce qui leur plaît. Et que ça soit du 1500 mètres au 100 km ou même au-delà. Le but, c'est de se faire plaisir et peu importe l'âge et peu importe d'où l'on vient, notre milieu social, je pense que peu importe, c'est vraiment de se faire plaisir au plus profond de soi et on n'a qu'une vie, donc autant la vivre à 100 à l'heure. Merci Guillaume pour ce long échange que nous avons pu avoir ensemble ce soir. On te retrouvera dans de prochains épisodes. Je reviendrai vers toi si nous avons d'autres questions sur ce 100 km. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir enregistrer avec vous, les garçons. Bruno, on se retrouve très vite pour de nouvelles capsules. Exactement, pour de nouvelles capsules, de nouvelles thématiques, et puis toujours cette idée de partager, vulgariser et donner tout ce qu'on a à donner pour favoriser ce que disait tout à l'heure Guillaume. Je crois que c'est ça, c'est faire de l'activité physique, faire du sport. Je crois qu'on en a besoin dans notre société et c'est
un bel ambassadeur de Salomon peut-être, mais aussi du sport en général, de l'activité physique, et ça fait plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. Les garçons, je vous souhaite une très belle soirée. Guillaume, il va être temps d'aller au lit parce que demain, 5h, le réveil va piquer. Et pour les auditeurs, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. On espère que cet épisode vous inspirera à mener vos défis, à prendre du plaisir comme en prend Bruno dans ses sorties et aussi Guillaume avec donc ses belles performances. Tu brilles à l'international et tu brilleras encore, je pense, pendant de nombreuses années. Merci à vous les garçons. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.